Merci déjà d'être là parce qu'on est un peu en retard. C'est le premier rendez-vous du festival Fumetti à la Manu après plusieurs soirées à l'extérieur. Et on est très content d'accueillir un de nos invités, Thomas Hoth, pour l'Antipasti. Très rapidement, merci à toi, vraiment. Les Antipastis, ce qu'on vous propose ce soir, c'est une discussion avec Thomas, avec Tanguy et avec moi-même, autour de son travail, mais d'une manière chronologique. C'est-à-dire qu'on l'a fait fouiller dans ses dossiers, dans ses images depuis tout petit, pour comprendre un peu ce qui l'anime, ce qui l'a animé, comment est-ce qu'il en est arrivé à son travail actuel. On va essayer de voir aussi un peu les à côté, la méthode, de fouiller au maximum. On va se donner une bonne heure pour faire tout ça. Peut-être même jusqu'à ce qui se passe encore après, puisque tu as encore plein de projets, même si j'ai compris que c'était pas facile à évoquer, mais on va y venir. Et donc, on va démarrer tout de suite, sans plus attendre. Voilà, donc ça, c'était des photos que nous avons envoyées pour illustrer un peu ça, depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, avec un très beau look qui est tout à fait à ton avantage. Ouais, mais c'est... en fait, avant que je me faisais mes dents, comme Tom Cruise. Non, c'est une blague. Non, mais je trouve que ça va très bien ensemble. C'est le meilleur et le pire. D'accord, donc il y a un moment où la pente remonte ou c'est... Non, en fait, je trouve que cette photo-là, on l'a pris évidemment quand j'étais bébé. Je trouve que je me revois toujours là-dedans, mais enfin, comme vous tous, hein, quand vous voyez vos photos quand vous étiez petit. Et ça, j'ai fait pour un festival. En fait, j'ai mis des dents et j'avais une barbe et tout ça. Je trouvais une super photo d'une manière de montrer comment je me sens des fois. En fait, c'est plutôt émotionnel. Moi, je me sens un peu entre les deux, toujours. J'ai l'impression, j'ai 57 ans, des fois, je me sens toujours comme un bébé, comme un petit garçon, et en même temps, je suis un vieux con. C'est un peu entre les deux, quoi. On va commencer par les dessins de vieux cons que tu faisais déjà, petit garçon. Voilà. Donc, c'est sa première partie, la mise en bouche. Tu nous as envoyé des dessins qui sont datés, en plus. Oui. C'est 71, c'est très précis. Ouais, c'est ma mère qui a toujours mis les dates. En fait, j'ai grandi dans une famille qui était assez ouverte au dessin, créativité. Mon père était retoucheur de photos positifs. C'est une très grande différence entre retoucheur négatif, retoucheur positif. Ça veut dire qu'il repeignait sur des clichés. Voilà, il faisait des petits points. Et on m'a toujours expliqué que les modèles, quand on prend en photo, ils ont plein de petits boutons et tout ça, donc lui, il les enlève. On retire les poussières, quoi. Ouais, les poussières, ouais, mais c'était vraiment des boutons. Ah oui, d'accord, c'était vraiment en fait, il m'a très vite montré que le monde n'est pas tout à fait de ce qu'on dit. Qu'il y a toujours quelque chose derrière. En fait, il y a toujours cette espèce de cynisme dans notre famille. Et puis après, mon père, quand il avait 40 ans, il a fait il a fait une école pour devenir prof de dessin. Et là, ça a explosé, en fait. Toute la famille commençait à peigner, à faire des dessins. Mon père, il faisait des sketchbooks. Et il nous a donné des sketchbooks, en fait, des petits bouquins avec des pages vides. Tu dis nous, c'est-à-dire que tu vis Moi et dans ma une fratrie. sœur, j'ai une sœur aînée, qui est d'ailleurs une super artiste, qui fait des super peintures. Mais elle vit tout seule à Winterthur, dans un petit bled près de Zurich. Elle fait du spiritisme, machin. Et elle veut pas, quand elle fait une peinture, elle dit « ouais, je le fais pour moi, et si je meurs, vous pouvez le brûler ». Okay. Mais c'est la vraie artiste, en fait. Bon, tu parles déjà un peu du contexte familial dans lequel tu évolues. Passe déjà, mais c'est très bien. Du coup, on comprend que tu es né à Zurich, hein, c'est ça? Zurich, suisse allemand, ouais. Voilà. Et tu Normalement, je pourrais parler comme ça. Ouais. C'est pas mal. Peut-être on peut faire la conférence. Ouais. Non, mais bien sûr, je peux partir de maison et de maintenant, je parle comme un Suisse allemand. Vous avez compris. Ouais, c'est très tu bien. Grandis à Birmensdorf? Birmensdorf, c'est un bled à côté de Zurich. Je dis toujours que j'ai vécu un pied dans un tache de mer de cheval. Non, de mouton, non, de cow. De vache. De vache. Non, mais ça va, quoi. J'ai grandi à la campagne. En fait, vraiment, notre maison était dans la forêt, encore loin de ce bled. Et
j'étais toujours très méfiant de la société. Déjà, ça commençait dans le petit bled où je voyais que tous les mecs, ils jouent du foot, ils tabassent les Italiens. Il y a une clique comme ça, et moi, j'étais toujours le barjot à côté. Et tu dessines, du coup? Voilà, le dessin m'a toujours sauvé, en fait, depuis que j'étais petit. Comme j'avais un don, là, ce dessin, j'avais fait... Qu'est-ce qu'il y a 71. Donc j'avais 5 ans, c'est ça? Tu es né en 66, je suis mauvais en mathématiques. Mais 66 plus 5, c'est ça. Voilà. Mais bon, je ne veux pas dire que d'autres gamins peuvent faire un dessin pareil. Ça veut dire on dessine tous un peu comme ça quand on est petit. Mais en fait, la chance, c'était que j'avais des parents qui poussaient ça, qui me laissaient dessiner, qui c'était très accueillante, en fait, très... à chaque fois, ils faisaient le backflip quand je montrais un dessin. Donc, il faut dire, on peut très bien casser l'envie de dessiner à des enfants si on dit « Ouais, mais pourquoi tu fais pas quelque chose de plus intéressant tu vois, va gagner de l'argent, je sais pas quoi. » Alors, dans les dessins que tu as envoyés, il y a des trucs assez durs. Alors, le premier est relativement anodin. Je ne sais pas si vous dire quelque chose. Par contre, après, on a des silhouettes. Un peu diaboliques, un peu. Démons, on tombe sur des. Il y a des machines de guerre aussi, un peu. Ouais. Est-ce que ça représente tout ce que tu faisais ou c'est une sélection particulièrement dure que tu as envoyée quand même? En fait, j'ai dessiné des tonnes de dessins en fait sur du papier. Des feuilles volantes. On m'a donné. Il y avait un truc imprimé sur l'autre côté, donc on n'a pas tout gardé. Mais quand je faisais le choix, évidemment, ça me sautait à l'œil qu'il y avait déjà une espèce d'envie de dessiner, ce qui me fait peur. Et je me rappelle bien quand j'étais gamin, comme je suis vécu dans un monde assez paradis, je peux dire j'avais une enfance incroyablement positive. Je vois que du soleil, je me rappelle des bons moments. Tout ce qui m'inquiétait, c'était la société, le monde qui est dehors. Donc quand je voyais le journal télé, quand j'entendais des trucs, quand j'entendais les copains parler de meurtriers et tout ça, ça m'a fait flipper. Donc j'avais des cauchemars beaucoup la nuit, j'avais des fantaisies, j'avais des idées comme tout le monde aussi, qu'il y a une sorcière sous le lit avec une espèce d'épingle et essaye de me tuer, tout ça. Donc il fallait me changer jusqu'au moment où je m'endors. Mais au moins, je pense ces angoisses-là, j'ai assez vite transmis sur le papier. Mais les diables, c'est autre chose. J'ai dessiné, j'ai eu une phase où j'ai dessiné des diables 2-3 par jour et je les ai cachés sur le tapis, comment on appelle ça, sur le tapis. Le carpet. Ouais. Et puis ma mère, quand elle a nettoyé ma chambre, elle a trouvé tous ces dessins. Il y avait aussi des femmes nues au poteau comme ça, avec des flèches et tout. Ah oui. Donc elle se disait, mais peut-être mon gamin il est malade et tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Mais elle n'a jamais rien dit. Donc je trouve ça très bien en fait. Peut-être elle a essayé de me demander un peu gentiment, mais tout va bien. Et puis des fois tu penses à des choses bizarres et tout. Mais elle m'a assez laissé faire les trucs. Et je trouve que c'est une bonne décision, quoi. Elle n'a surtout pas essayé de me bloquer, d'arrêter, de dire ouais, c'est quoi cette connerie, tu vois. Tu dessines parce que tu vois aussi des images, des livres, des... En fait, quand j'étais gamin, je sais pas, c'était juste je sais pas, c'était un loisir depuis le début. Et voilà, comme tout le monde m'a dit, ouais, tu dessines vachement bien, ça donne de la motivation. À quel moment tu t'es dit que c'était peut-être autre chose qu'un loisir aussi? Que justement, il y avait des choses très sérieuses que tu exprimais là-dedans, que ça pouvait devenir... à 57 ans. D'accord, mais tu as continué sans questionner. Non, c'était toujours un loisir depuis le début. Et puis, je suis hyper heureux de pouvoir vivre, de pouvoir travailler avec ce que j'aime le plus. Ça, c'est un don, c'est un cadeau. Je suis très, comment on dit, gratifiant. C'est pas normal. Mais je pense que oui, quand j'avais 12 ans, mon père, quand il faisait cette école d'art, il avait un copain
qui est venu nous voir quand on était en camping à Argelès, je crois, c'était dans le sud en France. Il est venu avec une moto enduro, tu vois, c'était une motocross, il y avait une super jolie nana derrière, et puis il est venu nous montrer des dessins qu'il a fait aux États-Unis, des caricatures, un peu comme Tommy Ungerer. Et j'avais 12 ans, je dis, je veux devenir cartooniste, dessinateur, et je veux avoir une jolie femme à ma côté, et puis un moto comme ça. Donc c'était... Là, c'est la première fois à 12 ans où j'étais sûr que c'est ça mon but, quoi. Ok, c'est marrant, c'est une vision un peu rock'n'roll du métier d'auteur de bande dessinée. C'est pas forcément la réalité, mais c'est... Ouais, mais je conduis pas de moto, je conduis pas de voiture, j'ai pas un permis de rien, j'ai permis de vélo, si vous voulez, mais tout le reste, ça va, quoi. Je peux pas me plaindre. Alors, tu nous as envoyé une image aussi. Alors là, on a un gang qui doit tabasser des Italiens, peut-être, je sais pas. C'est des pirates, visiblement. Pourquoi tu dis des Italiens? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui as mentionné ça tout à l'heure. Non. Et là, il y a une image qui a l'air d'être plus dans la narration. Ouais, l'image est un peu coupée, on voit malheureusement pas tout. Elle est pas en entier, ouais. Ouais. Mais bon. En réduisant le. Ouais, mais bon, on va pas reprendre les problèmes techniques. Mais si ça reste comme ça pendant tout le présentation, ça peut poser des problèmes, je sais pas. Mais en fait, normalement, c'est un 4. On a 4 cases plein. Et c'est en fait, c'est la première BD que je faisais. C'est vraiment inspiré par Lucky Luke, qui était mon premier héros bande dessinée. En fait, j'adorais les BD Lucky Luke. Et puis, j'ai dessiné mon propre cow-boy qui s'appelle Jim Hardy. Je ne sais pas pourquoi je suis venu à ce nom-là, mais... Et puis, donc, la nuit, il se réveille, il voit une personne dans son jardin. Il s'excite beaucoup. Dem will ich zeigen, der Affe, ça veut dire, je vais lui faire la peau, ce con. Et puis, il lui tire dans la tête. En fait, c'est assez américain, en fait. Shoot first, ask questions later. C'est un peu ça. Donc, il arrive et voit, c'est ça, comment on dit ça, scarecrow, comment on appelle ça? Un épouvantail. Voilà ce qu'on met dans le un épouvantail. Contre les oiseaux. Alors, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a fait un truc avec beaucoup d'amour, et puis il le détruit, quoi. C'est ça, assez profond, cette histoire, je trouve. Alors ça, c'est quand même une autre démarche, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font de l'illustration, qui font du dessin, même par série, par thématique, mais d'aborder des choses un peu plus narratives, avec des personnages qui reviennent, comme ça. C'est clairement de la bande dessinée, là, déjà. Oui. Mais je sais pas que... Là, j'avais peut-être déjà 7 ans ou 8 ans, je sais pas. Je vois pas la date. Je vois pas de date dessus. Ouais, pas de date dessus, mais je pense pas parfaitement archivé. Tu lisais des bandes dessinées, du coup, pour produire justement ces formes-là? Comment? Est-ce que tu lisais des bandes dessinées? Ouais, justement. Oui, voilà. En fait, c'est de là que ça te Lucky Luke. vient. En fait, j'ai commencé évidemment comme tous les enfants en Suisse, comme t'as pas grand choix. En fait, Suisse allemand, c'est pas comme chez vous en France où vous avez déjà tous les magasins de bandes dessinées. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de magasin de bande dessinée. Il y avait des kiosques où tu pouvais acheter Donald Duck et puis Lucky Luke à la limite, et puis Astérix. En fait, c'était le choix des 3 trucs. Et puis, comme moi, j'ai toujours pensé que je suis un cow-boy qui est ami avec les Indiens, j'ai beaucoup craché sur Lucky Luke, en fait. Moi, je me sentais moins comme un Français qui aime bien manger et boire. Ça, je suis devenu maintenant, quoi. Mais je suis plutôt Obélix maintenant, mais à l'époque, j'étais Lucky Luke. Et donc, la Tanguy posait la question des lectures. On t'a demandé aussi un peu si tu pouvais compiler quelques influences que tu nous as envoyées, qui effectivement ne sont pas forcément de la bande dessinée. On en a mis donc quelques-unes. Ouais. Ce qui est assez important, c'est que comme mon père déjà était dans un métier graphique, il avait déjà une bibliothèque avec des livres assez importants. Mais mes propres envies de découvrir, voilà, là c'est mieux. Après Donald Duck et Lucky Luke, c'était plutôt cartoon. En fait, ce qui m'intéressait, je ne sais pas si vous faites la différence entre BD et cartooniste. Si on parle de Sampé, Chaval, c'est-à-dire c'est un dessin
qui raconte une histoire, peut-être avec un petit texte. C'est pas une BD. Donc moi, quand j'étais petit... On dit du dessin d'humour, en fait. Hein. Voilà, comme ça qu'on... dessin d'humour. Mais c'était... En fait, moi, j'ai beaucoup aimé Sampé et tout ça. Mais quand j'ai découvert, par exemple, Cuino, qu'on voit là, sur cette côté-là, à gauche, c'est un Argentin qui a pas mal fait des petits BD sur une page, sans parole. Et je pense là, ça m'a beaucoup influencé de pouvoir lire une histoire sans texte et de la comprendre. Et en plus, il y a toujours un côté très noir, très, très critique, très social. Et comme je pense, comme je suis né en Suisse, dans un monde paradisiaque. Comment on dit paradisiaque? On dit ça? C'est pas comme Art Oui, Attack. paradisiaque, idyllique. Voilà. Comme j'avais cette peur de ce monde autour de moi qui est effrayeux, qui est malsain et tout, j'étais assez critique de tout ce que je voyais. Je trouvais l'homme, en général, il n'est pas bon. En fait, je trouve ça toujours, quoi. Et donc, quand je voyais ça, ça m'a vraiment inspiré. Je me dis, ouais, voilà, c'est exactement ce que je pense aussi, qu'il faut faire attention, il ne faut pas croire ce que les gens ils disent et tout. Donc, Cuino, par exemple, il m'a donné beaucoup de... Comment on peut dire? C'est comme si on se sent entendu, on se sent compris quand on voit quelque chose. Ce que je reçois aussi des gens qui aiment bien mon travail, ils disent, ouais, c'est exactement ce que je ressens, simplement je ne peux pas le dessiner. Ça, c'est toujours un plaisir, qu'on est sur les mêmes ondes. Et Tommy Ungerer, c'est pareil, c'est quelqu'un qui, en fait, j'aimais beaucoup ses livres d'enfants, mais quand on regarde un livre d'enfant de Tommy Ungerer, il y a toujours dans un coin un mec qui se fait percer l'œil, c'est affreux en même temps, et c'est rigolo. Donc j'aime bien cette côté, ouais, tu prends la vie pas tellement au sérieux, tu sais que ça peut être bien, ça peut être très très mauvais, ça peut très vite déraper, quoi. Ça, c'est des lectures que tu avais vers quel âge à peu près, quoi? Bah, je dirais à partir de 7-8 ans. Assez jeune, quoi. Ouais, parce que justement, mon père avait déjà ses livres, quelques livres dans son étagère. Et puis dès que en fait, au départ, j'ai dépensé mon argent de poche sur des petites voitures. Moi, j'ai beaucoup joué avec des voitures, donc tout le monde a dit, dès qu'il a 18 ans, on va conduire. Mais je pense que j'ai tellement abusé de cette envie que quand j'avais 18 ans, j'avais plus besoin de conduire. En fait, ces histoires d'avoir une bagnole très vite et tout ça, je m'en fous maintenant. Mais donc à partir de, je dirais, de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à mettre tout mon argent de poche dans les livres. Et puis aussi à cette époque-là, il y avait le premier magasin à Zurich qui est ouvert, qui était spécialisé sur bande dessinée. Alors là, j'avais plus besoin d'aller dans les kiosques acheter du Lucky Luke ou aller en France et voir qu'il y a des magasins comme ça. Donc à Zurich, je suis allé là-bas samedi après-midi. J'ai dépensé tout mon argent. Je suis revenu avec 2 sacs de bande dessinée. Ça aussi, on peut dire, c'est plutôt Georg Crost et Félix Vallotton, évidemment, de la phase où mon père il a fait cette école d'art. Là, il est venu avec les livres des artistes et tout ça. Et évidemment, il y avait plein de trucs qui ne m'intéressaient pas à l'époque. Mais ce qui m'a sauté à l'œil, c'était Georg Crost. Là encore, quelque chose de très, très malsain, une vue sur la société très expressif. Et Félix Vallotton, qui, je pense, c'est le noir qui m'a attiré. C'est que quand on voit quelque chose, et dans le noir, on ne voit pas, mais ça raconte des histoires, quoi. Des expressionnistes allemands, c'est Georges Grosz en particulier? En particulier, il y a Otto Dix aussi, il y a encore Mazrel, où j'ai aussi choisi un dessin. On a une belle image Voilà. Et puis, il y avait Ignaz Epper, Käthe Kollwitz. Voilà. Et mon père aussi, en fait, des fois, il a sorti des livres. Il m'a montré Hogarth. Oui. C'est un Anglais qui faisait assez caricatural. En fait, Émile Nolde, peut-être aussi, non? Ouais. En fait, ouais, c'est difficile à dire. Des fois, il y a des choses qui échappent. Des fois, c'est juste un dessin, une image d'un livre qui frappe.
Mais et c'est drôle, là, on a Mazrel, et juste à côté, on a Mad Magazine. Là, vous voyez que j'étais jamais très intelligent, même avec tous ces influences intellectuelles, artistiques. Je suis quand même accroché à Mad Magazine. Ce que je trouve dans les vieux temps, en fait, là, c'est la version allemande, hein, c'est pas l'américain. Mais moi, j'ai adoré ça, et parce que là aussi, c'est ce cynisme, c'est vue sur le monde qui est toujours un peu négatif, toujours un peu malsain. T'as jamais trop lâché ça, en fait, ce mélange de noirceur, mais de bêtises, même des fois, qui amène à un humour noir assez particulier. Bah, si on dit qu'on est peut-être né avec un caractère, on est peut-être né avec un traumatisme, si on croit à la vie qui revienne, que j'ai eu autre vie bizarre, chiante, que j'ai besoin de retravailler ça. Mais en même temps, en fait, ma sœur, elle est hyper fixée là-dessus. Donc on discute beaucoup sur ça. Et des fois, elle me dit, ouais, t'es certainement un revenant de la guerre de Vietnam et tout ça. Ouais, ça me plaît. Hein. Pourquoi pas hein. Ouais, je suis gentil. Quoi. Mais ouais, moi, je m'en fous. Hein. Je vis maintenant. Et puis, je veux faire le mieux avec ce que j'ai. Quoi. Et je ne veux pas trop me casser la tête d'où je viens. Alors, toutes ces références, ces influences, on peut peut-être en regarder encore une ou deux, mais en fait, on ne va pas toutes les détailler parce que tu en as envoyé beaucoup. Je sais, on a même retrouvé, tu nous as envoyé aussi des pages d'une des premières publications. Voilà. En fait, il y a juste des choses très variées. Là, je pense ce qui est important, c'est que quand j'avais 17 ans, j'étais beaucoup plus concret sur ce que je veux faire en bande dessinée. Et ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'était Loustal, en fait, surtout les livres qu'il a fait avec Paringo. La façon de raconter une histoire un peu malsain, mystérieux, polar, qui à la fin n'était pas vraiment clair ce qui se passe, avec des images qui racontent encore une autre chose. En fait, moi, j'ai découvert ce qui est en fait aussi l'illustration en principal, c'est qu'on n'a pas besoin, quand il y a un texte, et puis le mec il est sorti parce qu'il s'est fait tabasser, t'as pas besoin de montrer le mec qui est tabassé, donc tu peux montrer la jolie femme qui est restée dans le bar. En fait, c'est ce qui m'a beaucoup frappé chez Loustal et Paringo, c'était cette histoire texte et image. Pas de bulle, mais un commentaire off. Voilà. Et ce qui est justement ce que j'ai choisi là, on voit les deux mecs avec des lunettes dans une BD beaucoup plus tard. J'ai aussi fait un personnage avec des lunettes particulières, on dirait des lunettes de nageur, ou là c'est des lunettes de sable, je sais pas quoi, de désert, trucs comme ça. Et il y a quand même pour moi il y a toujours des ok, c'était iPhone. Donc, il y a toujours des hommages que je fais, même aujourd'hui. J'aime bien de prendre quelque chose qui est évidente d'inspiration, où je mets comme un hommage. Quoi. Et c'est une digestion qui est facile pour toi, parce que tu parles de rencontres assez fortes quand même, de choses très précises que tu vas chercher dans tel ou tel travail, sur la façon de traiter les choses, sur plutôt du graphisme, sur le ton. Mais ça a l'air assez prégnant. Et est-ce que tu as réussi à te détacher de ça? Est-ce que tu as réussi justement à rendre hommage assez tranquillement, ou est-ce que c'est des choses des fois qui t'ont un peu vampirisé? Je pense que je me balade dans la vie sans me faire trop de questions. C'est-à-dire, je suis bien. Et puis, je pense que ce qui est important, pas tout le temps évidemment, j'ai des crises, j'ai des dépressions, ça c'est clair, mais en général, je veux dire que ce que je dis aussi, j'ai enseigné, donc j'ai dit aux étudiants, c'est pas possible de balader dans la vie et ne pas être impressionné par des choses, vouloir faire comme celui-là, d'avoir des idoles et tout ça. Il n'y a rien de mauvais de copier, de prendre ça, mais il faut essayer c'est comme une soupe aux légumes. On met comme tout le monde, on met des carottes, on met tout ça, on met de l'eau, on le cuit, mais ce qu'on met à la fin, c'est notre propre soupe. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on fait, ça a été déjà fait, mais il faut le faire à sa façon. Tu as été prof de dessin, du coup? Ouais. Ok. Malheureusement. J'ai fait 10 ans, après j'ai arrêté, parce que ça me faisait chier, quoi.
Mais j'avais besoin de faire, et puis c'était bien pendant 7 ans. Donc là, quand tu étais ado, on va dire, Ouais. tu te questionnais justement quand même sur ce truc de qu'est-ce que je fais après mes études, est-ce que je poursuis là-dedans? Non. J'ai fait un apprentissage, j'ai fait une école de graphiste. En fait, j'ai fait l'école jusqu'à 9e classe, donc j'avais 15 ans. Et je sentais déjà que je perds beaucoup de temps dans l'école. Parce que le mathématique, ça n'a jamais marché. La géographie, je m'en fous totalement. Les langues, ça m'intéressait. Français, allemand, anglais. Et puis le reste, c'était regarder les filles, quoi. C'est tout, quoi. J'étais myope, donc je voulais absolument avoir des lunettes juste pour voir les filles à l'autre côté de la salle. Est-ce qu'ils me regardent, est-ce qu'ils me regardent pas? C'était pas question de voir ce qui dessine le prof sur le tableau. Sur le tableau. C'était. Mais j'essayais de passer le temps au moins chiant. Mais l'école, c'était une perte de temps, de toute façon. Donc ça a été une libération de faire des études d'art après. Voilà, j'ai commencé à 16 ans. J'ai fait une année préparatoire à Zurich. Là, ça a commencé la liberté. Pour moi, c'était la liberté totale, quoi, de pouvoir dessiner tous les jours. Et là, je me suis mis. C'était une prépa avant les Beaux-Arts de Zurich, c'est ça? C'était dans les Beaux-Arts, une année de préparation, et après, tu t'inscris pour soit graphiste, soit textile. Donc, j'ai fait graphiste parce que je me suis dit, ouais, il faut quand même apprendre une profession. Parce qu'avec l'illustration, BD, tout ça, on ne peut pas vivre. Mais à l'époque, on disait le graphisme, c'est assez près de l'illustration parce qu'on peut aussi faire des dessins et tout ça. Donc j'étais très très mauvais. J'ai presque pas eu mon diplôme parce que j'ai toujours dessiné. J'ai pas fait vraiment du graphisme et tout ça. Pourtant, il reste quand même des traces de ça dans la plupart de tes bandes dessinées. J'ai beaucoup appris sur les lettres, la typographie. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais sinon, les 4 ans que j'ai fait, ça me fait assez chier, quoi. Mais c'était entre 18 ans et 20 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, à cet âge-là, on s'occupe d'autres choses, quoi. On boit, on fait de la musique, on traîne dans les bars, et puis le matin, on vient avec une gueule de bois, et puis on fait semblant de dessiner ou de travailler. Et les profs, c'est pareil, ils vont toujours aller boire des cafés, donc on a beaucoup de temps. Et donc, pour terminer quand même sur tes... parce que tu as encore mis quelques références. Ouais. Il y en a une qui est amusante quand même, parce que le titre c'est Tot, qui est un petit peu ton... Ça s'écrit pas pareil. Mais ça c'est vraiment un hasard. C'est complètement un hasard. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est Den. J'ai regardé à la télé, j'ai regardé une interview avec Hans-Rudi Giger. C'est un artiste suisse qui a fait Alien et tout ça. On a eu une très grosse rétrospective de son travail à Nantes au lieu unique il y a 2 ou 3 ans déjà. Ouais, il était déjà mort malheureusement. Il est tombé de l'escalier parce qu'il est allé chercher un cookie. Ouais, il a toujours. Ça ressemble quasiment à un Térésie, ça. Quelqu'un qui tombe et qui meurt. Non, mais il a toujours dit il aimerait bien mourir d'une façon très vite. Donc ça va, quoi. Donc j'ai appelé Giger parce que dans l'interview, il disait ouais, vous avez aussi fait la BD et tout ça. Donc comme il habitait à Zurich, je regardais dans l'annuaire, j'ai appelé Monsieur Giger, j'avais 13 ans. Et je lui dis, Monsieur Giger, où on trouve votre BD? Bon, j'ai jamais fait de la BD, c'est de la connerie, tu vois. Alors il m'a dit que tout ce qu'il aime bien en BD, c'est Richard Corben. Donc je suis allé avec ce petit papier Richard Corben, je suis allé au magasin là, de BD, et j'ai découvert cette BD. Et moi, c'était incroyable. J'aurais jamais osé de prendre cette BD si j'avais, parce qu'il y avait plein de femmes nues et tout ça, que à l'époque c'était, tu vois, il fallait le cacher un peu. Mais là, avec cette idée que Hans-Rudi Giger m'a dit que c'est une bonne BD, j'avais le courage de l'acheter. Et puis c'est vrai que ça m'a poussé dans une direction beaucoup plus ouverte aux fantaisies, au dessin et tout ça. Et puis il y a juste Marc Haro. C'est vraiment un livre qu'on m'a donné parce que il y a eu un journaliste en Suisse, Kuno Affolter, qui
qui voyait un peu ce que je faisais, il m'a donné ce livre, il a dit je pense que c'est un peu ce qui t'intéresse. Et moi j'étais sur le cul quoi, quand j'ai vu ça. Alors, il est nantais, Marc Caro, tu sais. Hein. Ah, carrément. Mais il vient de temps en temps. Ah bah oui, Il est là. Alors bah là, il n'est pas là dans la salle, Marc. Marc n'est pas là. Mais... Non, mais j'aimerais bien le rencontrer. Pour moi, j'aimais aussi ces films qu'il faisait avec Jeunet. Que je trouve après la séparation, les deux, je pense qu'il manquait un peu de Jeunet dans les films de Caro, il manquait un peu de Caro dans les films de Jeunet, mais je trouvais que Caro, il amenait vraiment quelque chose de super important dans les films qui faisaient les deux. J'adore Delicatessen, toujours, un de mes films cultes. Et donc une dernière, avant une belle liste. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette liste, c'est que c'est vraiment quelque chose qui dépasse complètement la bande dessinée, l'illustration, le graphisme. Ouais, c'est quelque chose de très culturel. C'est exactement ce que je disais avant, c'est que je pense que si on se balade avec des yeux ouverts dans le monde, il y a toujours des choses qui influencent sans qu'on se rend compte aussi. Et là, quand j'ai fait cette liste, je me suis vraiment dit, tout ce que je mets, il faut que ça soit aussi durable. Il ne faut pas que je mets un groupe ou un acteur que j'aime en ce moment. Il faut absolument que ce soit quelqu'un où moi, je suis sûr que ça va tenir. Il y a aussi les frères Cohen, je pense, que j'ai découvert assez tard. Mais là, je sais, le premier film que j'ai vu de frères Cohen, je sais que ça va tenir le coup parce que c'est tellement bien. Mais il y a aussi, quand on voit, il y a John Huston, il y a Marilyn Monroe, il y a... je sais pas... Il y a les Simpsons aussi, je crois. Hein. Ouais. Donc c'est très large. Oui, c'est très large, mais je veux dire que c'est vrai que... Voilà, c'est ça, si on se retrouve dans quelque chose, si on se sent entendu, si on se sent familière, ça fait partie de mon monde. Et en même temps, je trouve que c'est très important aussi de montrer que mon monde, c'est pas seulement Edgar Allan Poe, nécrophilie, les morts, zombies, tout ça. Même si la liste contient quand même tous ces noms. Oui, mais en même temps, il y a Klaus Kinski. Bon, c'est un peu zombie aussi, mais qu'est-ce qu'il y a? Jacques Dutronc, par exemple, c'est pas du tout zombie, je trouve. C'est très gai, et puis il a beaucoup d'humour, mais les cactus, quand même, c'est assez zombie, je trouve. Hein. Non, mais... en fait, je pense aussi dans ma vie, il y a l'ombre et lumière, ce qui fait aussi que j'ai l'impression que je vois le monde un peu noir et blanc. Ce qui aussi, c'est bien d'avoir des copains et des copines qui me disent le monde n'est pas noir et blanc. Il y a aussi un truc au milieu. Donc ça me adoucit un peu, quoi. Mais en général, je suis assez bon, mauvais, un peu comme ça. Cette liste, elle peut être prolongée. Oui. Oui, mais pas trop en fait. Je trouve qu'il y a déjà tout dedans. Si on prolonge, c'est simplement parce que évidemment, le plus qu'on vit, le plus on découvre. Là, par exemple, je pouvais mettre Gregory Crewson, un photographe que j'ai découvert il y a peut-être 5 ans. Et là, j'ai reacheté des livres de lui et j'ai montré à ma fille qui a maintenant 17 ans pour la mettre un peu addict, tu vois, parce qu'elle aime bien aussi, elle est un peu comme moi, elle aime bien les choses qui ne marchent pas. Allez voir un Gregory Crewdson. Incroyable, un photographe qui fait des scènes, comme des scènes de cinéma, comme des films stills, avec beaucoup de techniques, des lampes et tout ça. Des flashs cachés dans... Ouais, quand on regarde l'image, on dit c'est une peinture hyper réaliste, mais c'est une photo. Et c'est une prise, quoi. C'est sans Photoshop, rien, quoi. Et c'est incroyable. C'est des tirages immenses parce que c'est fait à la chambre, donc c'est très très beau. Ouais, c'est impressionnant. Et chaque photo raconte des histoires et on se croit à Sherlock Holmes. On essaie de savoir mais qu'est-ce qu'il a fait le mec pour que. Mais c'est pas clair. Ça reste un mystère. Et c'est ce que j'essaye aussi un peu de faire dans mes histoires ou dans mes dessins quand je fais des illustrations. J'adore ce moment de tension où on ne sait pas qu'est-ce qui va s'arriver après ou qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est juste, on montre une petite tranche de vie. Et donc on va revenir à ton travail. Il y a peut-être des images un peu surprenantes puisque c'est pas des choses qui ressemblent du tout à ce que tu produis. Et oui, en fait,
quand j'ai commencé à faire des BD. Ça, c'était à quelle période de ta vie à peu près que tu as produit ces images? C'était à quelle période, à quel âge à peu Je près? crois 16 ans. 16 ans, ouais. J'étais à l'année préparatoire. Je faisais un fanzine avec des copains. Ça, c'est encore plus tard. Ça, c'est. Mais si tu fais le. En fait, là, je vois une différence entre celui-là et celui-là. Ça, c'est pour moi, c'était plutôt ligne claire. En fait, d'avoir un dessin hyper froid et d'essayer de montrer des histoires émotionnelles. En fait, là, le western, en fait, quelqu'un qui fait un duel. Et normalement, dans les duels, si le mec est mort, ça s'arrête là. Mais d'aller voir le mec qu'on a tué et voir son cerveau exploser, là, ça fait gerber, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi, que cet héroïsme, ça marche pas, parce que même si tu tues quelqu'un, ça te marque, quoi. Et bon, beaucoup d'explications pour une BD d'une page, mais... Et puis là aussi, c'est juste de montrer le temps. En fait, là, j'ai fait un exercice, si on veut, comment on fait toujours la même image, comment le temps passe. Là aussi, je pense que c'était assez dans une époque où j'ai lu, il y avait un dessinateur français qui faisait des lapins et des renards qui étaient sur une terrasse et qui disaient rien, et le temps passe, et puis jusqu'à la fin, il y avait juste un qui disait « Ah, on s'emmerde », un truc comme ça, mais je ne me rappelle plus son nom. Ça me dit rien. Franck. Ah, Régis Franck. Régis oui, Franck. tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, là, je ne l'ai pas mis comme inspiration, mais juste pour montrer que le temps qu'on se balade dans le monde, on découvre des choses, et pas que pendant un moment, ça inspire, ça donne une partie de ce que je peux dire, je le fais toujours. En fait, j'aime toujours de montrer des images où il ne se passe rien tout d'un coup. En fait, c'est ce qui est la dramaturgie. Donc on apprend de chaque partie qu'on voit, on apprend un petit truc, on fait sa propre soupe, en fait, c'est ça. Donc ici, je dirais, j'ai beaucoup plus copié Régis Franck, mais en même temps, j'ai découvert des choses pour moi-même. Et sur le dessin, tout ce qu'on a découvert de toi, c'est quand même des choses que tu as gardées par la suite, c'est-à-dire que c'est du noir et blanc, ouais. Ligne claire ou beaucoup plus fouillé, mais du noir et blanc, c'est ouais, muet. Ouais. C'est quand même un goût pour l'underground, de faire du muet noir et blanc, c'est un parti pris assez tranché, quoi. Ouais. Et il y avait déjà ça, quoi. Ouais. Je sais pas d'où ça vient exactement, peut-être ça vient justement des Quino. Hein. Et ça vient aussi que j'ai vécu avec une télévision noir et blanc. Donc tout ce que j'ai vu, ce qui m'a impressionné, ce qui me faisait des cauchemars quand j'étais gamin, c'est des films noir et blanc. Si c'est des extraits de la guerre mondiale, Hitler machin, si c'est Hitchcock, ou si c'est même les épisodes de télévision de polar qui étaient peut-être en couleur, mais chez nous c'était en noir et blanc. Donc le noir et blanc, pour moi, c'était une espèce d'abstraction de la peur ou de l'angoisse qui, apparemment, m'a toujours poussé à travailler, quoi. Et là, c'est pareil. En fait, j'étais une année avant. En fait, c'est à Zurich. C'est comme ici. C'est une espèce d'endroit où il y a des concerts et tout. C'est une ancienne fabrique. Et je me suis fait tabasser. J'avais 18 ans et deux punks, GBH, m'ont tabassé totalement parce que j'ai passé, et puis il a laissé tomber sa bière. Et puis, donc c'était la première fois où j'ai vraiment eu la gueule cassée. Et pendant un an, j'ai pas osé d'aller à cet endroit. J'avais l'angoisse. Mais là, un coup, il y avait les Météores, c'est psychobilly, c'est assez agressif, il y a un public très skinhead et tout. Mais comme j'aimais beaucoup ce groupe, je me suis forcé à y aller. Et là, évidemment, j'étais assez angoissé au concert. Il y avait les Météores qui ont joué, mais ça s'est bien passé. Je suis rentré un peu plus tôt, comme ça, avec le tram, chez maman. Et donc, je suis rentré à la maison et j'ai fait ce dessin, les Météores. C'est vraiment le sentiment que j'avais parce que le chanteur, il a vraiment, il avait un poulet sur la scène, il a pris le truc, il a mis le sang partout. Assez, en fait, à l'époque, hein, années 80, on pouvait encore faire ce chose-là, quoi. C'est comme Ozzy avec les Bats, hein, c'est un peu ça, quoi. Mais depuis ce dessin, j'ai construit une espèce d'histoire d'un mec qui est un peu, comme on dit, ça pourrait être moi,
un mec un peu paumé, tout ça. Donc il est à cette concert et il voit un autre qui est tabassé. Au lieu de l'y aider, il lui prend son portefeuille. Et après, il se casse avec ses d'argent. Et c'est un mec qui, en fait, on le voit au début de l'histoire, il se lève le matin, il n'a rien à faire, il glande un peu jusqu'au soir où il va à ce concert. Ah oui, là on le voit. Il dort avec ses habits, ce que je faisais à l'époque aussi, je trouvais ça très très punk, même avec les chaussures, comment on dit, les creepers. C'est bien parce qu'on a des creepers au lit, c'est pas très agréable, mais si on est cool, on dort avec les creepers. Et donc, il va se baigner. Enfin, il y a une salle de bain, quand même, c'est pas mal. Et il rêve d'aller sur les îles de Pâques. C'est une espèce de rêve lointain. Donc, le moment où il trouve cet argent, il rêve cette histoire. Maintenant, j'ai de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans ce portefeuille. Il rêve de faire maintenant son grand voyage. Et il va se bourrer la gueule dans le quartier parce qu'en même temps, il a peur, il est paranoïaque, il pense que c'est les copains du rocker, peut-être il le retrouvent et tout ça. Donc il se cache dans les bistrots et tout ça, et puis il se picole. Et très tôt le matin, il se retrouve devant une vitrine de voyage, et puis il cherche ses poches, et puis il y a ce portefeuille, il n'est plus là. Donc soit on lui a piqué, soit il a perdu parce qu'il était tellement bourré, mais en fait ce que veut dire c'est le moment où tu prends quelque chose et le moment où tu le perds, ça peut assez vite changer, quoi. Donc il rentre à la maison et va se coucher. Et toute cette histoire, c'est quelque chose qui vient assez facilement pour toi, de raconter des histoires, de trouver une suite Moi je pense que en fait, comme j'ai commencé cette histoire, je ne savais pas encore comment elle va se finir, et puis la première partie est déjà publiée, alors j'étais un peu obligé d'avancer sur la deuxième partie. Je me rappelle à l'époque, j'avais 18 ans, et puis j'étais souvent à la maison quand les autres ils allaient voir les concerts punk et des choses très très rigolos. Et puis je me rappelle d'être chez ma copine à la table et en train de dessiner. Je trouvais que je suis vraiment un nerd, un perdant et tout ça, mais j'avais envie de faire ça. Et en fait, quand j'étais plus jeune, le travail, il est venu beaucoup plus léger. J'ai beaucoup bu du vin avec. Donc j'ai craché les images comme ça. Et puis j'aimais bien aussi ce style expressif. Mais le plus je vieillis, le plus ça devient un problème, quoi. Je suis de moins en moins légère, quoi. C'est plus compliqué justement de trouver des sujets, de les aborder. Non, c'est pas les sujets. J'en ai plein d'histoires en tête, mais je suis pas workaholic et depuis 57 ans, là, ça fait 35 ans, même plus, que je dessine. J'en ai un peu marre. Oui, tu as fait des pauses à certains moments. Ouais, je voulais même faire autre chose totalement, quoi. Mais je reviens toujours au dessin parce que c'est le seul truc que je sais faire, quoi. Bon, on en reparlera un peu plus tard sur le... Et alors on termine cette première partie. Non, mais si tu montes juste, je ne veux pas, excuse-moi. Là, justement, pour vous expliquer, ça c'est de la pointe sèche, c'est-à-dire on a métal, on scratch dedans. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'expression. En fait, je voulais faire des dessins en plumes, mais aussi en pointe sèche, très expressifs. Et quand j'ai découvert la carte à gratter, je me suis dit, je vais faire un livre en carte à gratter et après je vais refaire différents styles parce que je ne vais jamais fixer sur un style. Je trouvais ça hyper nul de toujours faire la même chose. Donc pour moi, quand j'avais, c'était vers 20 ans, je me suis dit, je ne vais jamais faire un truc vraiment que ça, comme tous les autres dessinateurs. Là, ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'avant la carte à gratter, tu as quand même essayé, par exemple, la gravure, sur métal. Pour moi, c'était chaque BD que je fais, chaque histoire. C'est une nouvelle technique. C'est une nouvelle technique ou c'est une technique où je pense ça va bien avec l'histoire. En fait, je peux très bien reprendre l'encre après la gravure, mais après, je peux aussi faire un truc en couleur, je peux faire un truc en crayon et tout ça. Mais quand j'ai touché la carte à gratter, c'était comme un junkie qui touche l'héroïne, quoi. C'est à un moment donné, tu ne fais que ça, quoi. Comment tu découvres, du coup, le support carte à gratter, le geste ? C'est un hasard C'est déjà Caro. Ouais.
la faute à Caro. Bon, c'est bien. Ouais. S'il l'entend, il va être heureux de ça. Ouais, parce qu'il était junkie aussi. Je sais pas. Non, mais bon, en fait, j'ai jamais pris l'héroïne, hein, ça il faut dire, il faut expliquer. Mais comme bon, mais c'est-à-dire que la carte à gratter, ça, finalement, ça s'est marié tellement avec mes histoires, mes pensées, et en plus, en fait, pendant le premier petit livre que je faisais, Tales of Error, je suis tellement rentré dedans que je me suis dit, c'est vraiment... pourquoi changer quand un truc marche tellement bien? Mais en même temps, je me suis dit, voilà, c'est peut-être pour 5-6 ans, je fais ça, et après, j'ai toujours possibilité de changer. Ce que j'ai essayé, j'ai fait des courts-métrages d'animation où on ne peut pas faire la gratter, tout ça. Donc, j'ai eu des changements, mais je suis toujours revenu à la carte à gratter. Bon, pour celles et ceux qui découvriraient Thomas Sott et son travail, il faut peut-être expliquer très rapidement ce que c'est que la carte à gratter. On ne va pas te demander de... Vous expliquez, voilà, et puis moi je dors. C'est assez simple en fait, c'est une carte, alors je crois que c'est un plâtre amorphe en fait, qui est recouvert d'une pellicule d'encre de Chine noire, et en grattant en fait la couche supérieure de cette plaque, on révèle le blanc initial. Voilà. Donc c'est un travail où on fait monter la lumière progressivement en grattant cette surface. Il faut être clair que c'est vraiment juste un dessin. C'est pas, tout le monde pense que même la carte à gratter, mais comment tu l'imprimes après? Non, on fait le dessin sur le carton, on fait des traits blancs sur un fond noir, c'est tout. Et en fait, on gratte vraiment cette couche. Toi, tu grattes avec un cutter, c'est très particulier. Moi, je t'ai déjà vu travailler il y a très très longtemps. J'avais été étonné en fait que tu travailles avec le cutter un peu traditionnel qu'on utilise tous. Moi, c'est simple, hein. C'est parce que quand tu prends une lame que tu mets sur le truc de... Sur le scalpel, quoi. Ouais, si tu mets un scalpel, même le carton, comme il est très fin, après 20 minutes, il fait des traits moins lisses, parce que, comment on dit, c'est stumpf. Stumpf. Chaussette. Non, ça schtroumpf. Ah, ça creuse, quoi. Ça coupe ça plus. taille. Ça coupe plus. C'est comme un couteau qui ne coupe plus. Ok. Ça s'émousse. Ça s'use les pieds. Et puis donc, il faut renouveler. Et avec le cutter, c'est comme on boit une bière et on jette la canette, comme ça, on fait avec le cutter, comme ça. Tu casses le bout de la lame. Mais au début, j'ai passé un quart d'heure à dessiner, un quart d'heure à aiguiser sur un truc, mon père m'a donné ça. Une pierre à aiguiser. Une pierre belge, il a dit, c'est un broc, belgische brocken. Hein? On appelle ça en Suisse comme ça, c'est un truc belge. En fait, c'est un truc très lisse, une pierre très lisse avec de l'eau, tu fais comme ça. Mais là, de le faire bien, il te faut un quart d'heure aussi. Oui. Alors, quart d'heure dessiné, quart d'heure aiguisé, quart d'heure aiguisé. Donc finalement, japonais. Ouais. Alors, parce que oui, effectivement, dans toutes tes interviews, quasiment, on lit que tu travailles avec un cutter japonais. On le voit là, je travaille comme ça tous les jours, je me coupe... Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cutter japonais? C'est le cutter qu'on a tous chez nous, non? Oui, mais bon, il faut le NT cutter. Ah. Avec les lames NT. Okay. C'est le japonais, c'est le plus cher, parce que si on achète ça, je sais pas, Carrefour, un truc comme ça, c'est des lames qui sont moins bons, et puis qui s'usent très vite, et puis qui font des traits comme ça, et les cutters, ils bougent devant. Là, les NT, c'est ceux qui sont un peu blancs, avec un bout noir derrière, et avec les bonnes lames, comme ça, c'est le Cadillac du grattage. Excellent. Vous pouvez tous essayer, je peux vous donner des cours, pas cher. Tu travailles à quelle échelle à peu près tes dessins qu'on voit nous dans les livres imprimés? Tu les fais à peu près à la même échelle, plus même petit. dimension? Plus petit? Parce que la carte à gratter, c'est quand même justement une technique qui est assez fine. Le plus tu fais, en fait, si tu as un grand format, tu fais des aplats incroyables. Et moi aussi, le plus je travaille grand, le plus je me perds un peu dans les détails. Alors si je fais petit, ça va plus vite, et en même temps, je ne fais pas encore une image derrière, une image, et dans la rue derrière, on va à travers la fenêtre, on voit quelqu'un qui met le linge. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça reste simple. Alors moi, j'avais noté que
dans La Douane, par exemple, le petit livre Pattes de mouche de l'association, ou encore La bête à 5 doigts, j'avais noté qu'il y avait un agrandissement, mais pour tous tes livres, les images sont agrandies. Oui. C'est-à-dire qu'en général, c'est 15 à 20% agrandi. D'accord. Mais là, la bête, c'est encore plus spécial. En fait, les originaux, ils sont comme ça, donc c'est agrandi à 100... C'est quoi? C'est comme du A4 à A3 c'est 141. C'est des tout petits formats comme ça que vous faites après, si vous voulez. Donc là, il y a un dessin par page qui fait presque un peu carte postale, mais les originaux, ils ont un quart de... Ouais. Non, c'est pas ça, hein, c'est l'histoire-là, la douane. Mais on fait de la bête à douane. Mais ça, justement, j'ai fait des petits carreaux comme ça. Et puis, c'est assez beau. J'ai fait des carreaux uniques comme ça. Après, je les ai mis dans une espèce de boîte, comme une boîte à allumettes. Voilà. Et j'ai donné un cadeau à quelqu'un qui l'apprécie beaucoup. Alors pour terminer un peu sur cet outil là de cutter à carte à gratter, on va regarder quelques étapes parce que c'est quand même quelque chose, tu dis que c'est juste du dessin. Cette idée quand même dans plein de cerveaux, c'est quand même pas évident de parfois inverser un peu ces questions d'ombre et de lumière. Le problème avec la carte à gratter, c'est que comme on ne peut pas vraiment corriger des masses, et puis comme on ne peut pas faire une esquisse comme sur un papier, plusieurs fois tu gommes, tu refais et tout. Quand tu fais du crayon sur le carton, quand tu gommes, le carton déjà il a une espèce de brille en fait. Ouais, et puis tu retraces et puis le crayon il fait plus vraiment des traits. Donc je suis un peu obligé à faire des esquisses à part sur du papier blanc et après te transmettre sur le carton. Ce qui fait que, comme je disais avant, quand j'ai essayé des styles et tout ça, j'étais beaucoup plus dans l'expressionnisme et je voulais vraiment jeter les images parce que j'avais cette émotion qu'il fallait très vite avoir une image sur ce que je ressens maintenant. Et depuis que je fais la carte à gratter, c'est devenu beaucoup plus machiavélique. Je ne sais pas comment on dit. C'est un plan. J'ai une envie de faire quelque chose. Je fais une esquisse qui peut être très expressive. Après, je la redessine, et une fois que c'est bon, avec des transparents, je le calque sur le carton, et après, je commence à gratter. Donc, ça marche peut-être parce que j'ai beaucoup vieilli, donc on fait des choses beaucoup plus construites. Oui, puis tu es habitué aussi à ce geste. Justement, ce qui me fait flipper des fois, c'est que j'ai envie de cracher des choses, et puis... quand je vais faire une illustration pour une magazine et j'ai une super crayonnée, je trouve qu'il est super bien, je le propose à un magazine, ils disent « Ouais, mais on veut du Thomasotte ». Donc je dois refaire ça en carte à gratter. Et des fois, je trouve que c'est moins bien que mon croquis, quoi. Donc justement, c'est un peu de ce côté où j'avais peur quand j'étais jeune, où je trouve aussi qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais si on est spécialisé sur une technique, c'est un cache d'or. C'est-à-dire on est reconnu pour ça, mais en même temps, dès qu'on change un petit peu, mais c'est pas comme avant. Tu vois. Mais c'est comme ça. Donc là, tes croquis, c'est à peu près là, c'est l'image qu'on voit à l'écran. C'est un peu ce. Voilà, c'est vraiment un papier. Là, je pense que c'est un A4 comme ça où c'est une couverture d'un DVD que j'ai fait pour une édition française de Golden Glove. C'est un tueur allemand. En fait, c'est une vraie histoire qui a découpé des femmes, qu'il a mis dans son appartement. Ensuite, tu poses des valeurs, du coup, dans ton esquisse, c'est ça? Comment? Ensuite, tu mets des valeurs, tu mets des grilles dans ton dessin? Oui, en fait, c'est surtout quand j'ai la peine de voir la lumière. En fait, si c'est une situation un peu compliquée. Si c'est juste un portrait ou si c'est juste s'il y a beaucoup de noir et c'est juste vraiment de la lumière qui compte, ça me dérange moins, je peux juste. Mais là, par exemple, comme c'est un dessin où il fallait aussi, le concept c'était que sur cette côté-là, c'est la couverture devant, et ça c'est la couverture derrière, donc il y a le dos du DVD. Et puis, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que
quand on voit juste ce bout de lit, est-ce que ça fait bizarre ou pas? Donc, si tu n'as que du crayonné, il faut quand même avoir un peu une idée de lumière. Ouais. D'où vient la lumière et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le décor qui s'en va un peu dans le noir et tout ça? Donc, là, c'est juste c'est un tous ces crayonnés que j'ai fait. Là, c'est ce que j'ai trouvé, là, que je trouvais c'est assez simple de montrer. Donc, je commence. En fait, il faut dire que le crayonné, comme il était avant, je le mets sur un transparent. Je le dessine quasiment en ligne claire sur un transparent. Je tourne le transparent, je redessine les traits sur l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un poncif, hein. C'est une technique qui permet je retourne, je gomme le dessin devant, je le mets sur le carton et je le retrace. C'est comme si vous mettez un papier de charcoal, comme on dit. Oui, du fusain, enfin voilà. Papier carbone autrefois, voilà. On appelait ça. Et là, en fait, c'est pareil, les traits que tu as fait sur l'autre côté, tu les passes sur le carton. Donc j'ai comme en fait, j'ai les positions comme ligne claire sur mon carton. Et là, je commence à mettre lumière. Et là, par exemple, c'est juste vous montrer que j'essaie de commencer avec les endroits les plus éclairés. Là, par exemple, c'est les slips, évidemment, les sous-vêtements, le mec et tout. Et puis après, là, en fait, je ne savais pas encore, est-ce qu'il y a un tapis ou peut-être... Là, par exemple, des fois, je prévois des choses, mais finalement, je ne les fais pas parce que je trouve que ça fait trop compliqué. Et là, je ne me rappelle même pas si j'ai fait un tapis ou pas. Et là, il y a des objets, donc j'ai mis des taches noires où je savais peut-être c'est une chaussure, peut-être c'est une bouteille, tout ça. Donc il y a juste des taches noires que je laisse ouvertes pour voir un peu comment fonctionne la... Et puis si tu mets la quatrième. La quatrième, voilà, c'est plus ou moins le dessin fini. Bon, là c'est un peu bouffé, mais on voit que par exemple là au milieu, j'ai enlevé quand même pas mal de ces taches où j'avais prévu, voilà, vous voyez là, plus de objets. Mais ça, c'est bon, ça c'est détail, mais juste pour vous expliquer comment je travaille. Moi, ce qui m'a étonné dans cette quatrième image, c'est qu'il y a quand même un ajout de noir. Ouais, c'est le sang, le cracra. Uniquement sur le sang, du coup, là, dans cette image. En fait, souvent quand on gratte, en fait, comme moi je gratte les décors et tout, pour avoir, par exemple, un mur lisse ou en fait, si on met déjà quelque chose de texturé, texture ou j'appelle ça du cracra, si c'est sale, s'il y a des taches et tout. Si j'essaie de faire des taches en grattant, j'arrête et sur l'autre côté je continue. Donc le trait, il y a pas, c'est pas en continuation. Donc ça fait toujours bizarre, ça commence à monter. Okay. Je sais pas s'il y a une espèce de relief qu'on veut pas. Donc je gratte et souvent, à la fin, je dis maintenant, le dessin est terminé, mais il est trop propre. Alors, je prends un pinceau et puis je noircis. Après, je regratte un peu parce que quand il y a des taches noires, là, par exemple, on voit le sang. J'ai même fait 3 versions de sang parce que j'étais pas sûr. C'est pour la couverture, il fallait beaucoup de sang, moins de sang, parce que évidemment, c'est un film très brutal, mais pour le vendre, peut-être il faut un peu moins de sang, donc je fais une version de sang. Là, je pense que c'est la première version. Et en plus, des fois, je regratte un peu dans les taches noires pour les faire apparaître un peu, parce que là, on dirait que les noirs, ça sort un peu. Donc c'est toujours un peu... En fait, la carte à gratter actuelle, comme elle a une surface très lisse, l'encre, elle ne tient plus. C'est-à-dire, si on met de l'encre pendant qu'on travaille, après on repasse le gomme, on enlève le noir. Donc il faut repasser. Donc finalement, ce que je fais entre-temps, c'est que j'essaie de terminer le dessin, et puis juste à la fin, je rajoute là où je pense qu'il faut du noir, je rajoute, je regratte un peu dedans, je ne touche plus. En fait, même avec les doigts, quand on touche, ça part. Donc c'est vraiment, c'est chiant, quoi. C'est parce qu'il y a, dans les années 90, il y avait des super cartons de Canson, oui. France. Hein. Et Canson fait plus ça. Hein. Mais là, ils le font, c'est de la merde ce qu'ils font là. Donc c'est le carton que je commande chez des Anglais, c'est SD. Mais il a, voilà, une surface lisse, plastifiée, c'est chiant. Bon, du coup, en fait, tu es en train de nous dire, là, enfin, tu nous as dit il y a quelques secondes, qu'on ne peut pas revenir en arrière, en fait.
C'est-à-dire que tous les noirs que tu mets, c'est pour salir un peu l'image, mais tu peux pas corriger. Ouais, en fait, si vraiment un truc me dérange, je peux quand même le corriger et ne plus toucher après, quoi. Ok. En fait, mais souvent, quand je fais un dessin et je me rends compte que je fais une grosse connerie, en fait, surtout quand j'enlève trop, par exemple sur un décor et que le décor devient plus important que le personnage, au lieu de repeindre le décor regratter, parce que déjà, si on regratte dans l'encre, ça fait des traits moins beaux, ça explose un peu le trait, donc il faut recommencer. Tu recommences toute l'image, quoi. Ouais. Tu fais pas ce qu'on Ouais, appelle une rustine. j'ai beaucoup de dessins aussi dans les BD. J'ai beaucoup de chutes. J'appelle ça des chutes. C'est quand je fais une BD, j'ai une centaine de dessins qui sont des versions qui sont pas dans le livre, qui sont commencées, qui sont arrêtées. En plus, comme j'ai des hauts et des bas, des fois je commence un dessin et je fais une main qui ressemble à une pizza avec 2 saucisses dessus, quoi. Donc, c'est pas la peine de travailler à ce jour-là. Donc, je jette le dessin. En fait, je le mets dans un tiroir et après, je le vends aux fans. Non, j'ai un collectionneur à Zurich qui m'a toujours acheté tous ces dessins-là. Je sais pas ce qu'il fait avec. Il est en train de faire une bande dessinée avec, je pense. Non, je sais pas ce qu'il fait. Il y a une cave pleine de... C'est un Messi, quoi. On avait une petite vidéo que tu nous avais envoyée, je crois, pour illustrer un peu ça. C'était oui. Black Island. Black Island, ouais, en fait, il faut dire que ça, c'est juste, voilà, c'est comme un truc un peu promo. En vitesse, comme on dit, en accélération, on voit comment je gratte un petit dessin. Avec une belle musique d'un copain. Bon, là c'était un dessin simple, et déjà l'esquisse, je l'avais, l'idée et tout, donc, et aussi c'est juste, on fait une silhouette, et après on gratte dedans, et j'en ai fait plusieurs de tikis comme ça, donc c'était pour un livre, et avec que des tikis, donc je savais un peu ce que je veux faire. Mais disons, un dessin ça dépend le format aussi, hein, c'est un dessin d'A4, par exemple, je dirais... Sans la préparation, ça peut me prendre 8 heures ou 12 heures, ça veut dire une journée, 2 jours. Souvent, je fais un dessin, je suis bien dedans. À un moment donné, en fait, comme je travaille souvent la nuit, je commence peut-être vers 5 heures, 6 heures, je travaille jusqu'à 2 heures, 3 heures le matin, je deviens fatigué, je vais me coucher. Le lendemain, je fais de la finition. Encore 3 heures. Donc, et des fois... En fait, je dis toujours, mais c'est un peu con, mais Picasso, il était sur une banquette dans un parc, tout seul, et puis il y a une vieille femme qui est venue, « Ah, vous êtes Picasso ?» Il lui a dit, c'était à l'âge, il avait 60 ans, un truc comme ça, et puis donc il était encore assez handsome. Et puis elle lui dit, ben, comment ça prend combien de temps pour faire un dessin? Elle dit, ouais, 60 ans. Donc c'est un peu ça, quoi, c'est le temps qu'on vit, l'expérience et tout ça fait qu'on est capable de faire un dessin peut-être en 3 jours, en 5 minutes. Mais il y a des phases où je n'arrive pas à dessiner pendant 3-4 mois. Donc je plonge et je trouve que pourquoi je dessine, à quoi ça sert, pour qui je dessine, pourquoi je vis. Il y a tout ça, quoi. Donc... Et après, ça reprend et ça va très vite. Bon, ma mère m'a toujours dit, quand je me plaigne, je dis, ouais, je fous rien, je suis nul et tout ça. Elle dit, ouais, mais je te connais depuis que t'es enfant, c'était toujours comme ça. Ça va revenir. Ça revient toujours, apparemment. Voilà. On est tous comme ça, je pense, non? Sur tes premières publications, on est passé un peu rapidement tout à l'heure sur des titres qui étaient parus aux éditions modernes.
Là, j'ai mis l'association. Donc, c'est des éditions à qui tu as pas mal travaillé. Je me posais la question un peu du rapport que tu avais aux éditeurs, puisque tu n'as pas collaboré avec beaucoup de maisons d'édition, finalement. Et tu es assez fidèle à tes éditeurs? Oui, c'est-à-dire que en étant suisse-allemand, la seule édition suisse-allemande, c'est Édition Moderne. Il n'y a pas de choix, quoi. Et l'éditeur, en fait, d'après, je faisais des histoires pour Strapazine qu'on avait vu, là, le mec dans le baignoire. Il me dit, ouais, si tu veux faire une BD, tu peux bien faire une BD chez moi, tout. Donc, j'ai pas fait pendant 6 ans. En fait, j'ai attendu 6 ans pour avoir vraiment le projet, les histoires prêtes. Donc, je fais un livre avec lui. Ça a bien marché. Il m'a dit, ouais, bah, maintenant, tu peux faire un autre. Et puis, j'ai encore attendu 6 ans. En fait, je suis pas très vite. Et puis, lui, il s'est toujours énervé un peu. Mais en même temps, comme c'était un peu un copain, comme c'était une petite édition, j'avais pas un contrat où j'étais obligé. Et là, quand j'ai entendu comment les autres dessinateurs, ils ont des contrats, chaque album tous les 2 ans, en fait, je sais pas quoi, ça, j'aurais jamais pu faire. Donc, j'avais une liberté et en même temps, j'ai pu faire tout le concept, couverture, graphisme et tout. C'est toujours moi qui a tout fait. Donc, je me suis dit, cette liberté, c'est un luxe. Et autant travailler avec des gens qui font ce que je veux, au lieu de travailler avec une grande maison qui me dit ce que je dois faire. Et moi, je m'en foutais un peu de vraiment... En fait, pour moi, c'est toujours faire un produit. En fait, le premier BD, c'est super. J'ai ma BD, je le mets à côté de Lucky Luke, et puis bah, je fais partie de ma bibliothèque. Et après, j'oublie, quoi. Donc, c'est pas que je pense à faire des masses et des masses. Si j'ai envie, je le fais. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais association, c'est que moi, je suis allé à Paris 90 pour une histoire d'amour. En fait, je suis venu à Paris. Elle ne me voulait plus, alors j'avais le cœur brisé. J'étais à Paris, je voulais absolument rester. Parce que je ne vais pas rentrer maintenant, tu vois, le macho, je reste à Paris et tout. Donc je suis resté à Paris, et puis après 4 ans à Paris, je suis allé à Bruxelles pour voir une expo, et puis là j'ai rencontré toute la bande de l'association, où on s'est rendu compte que Menu était un voisin de moi où j'habitais à Paris. Donc ça c'est aussi un truc qui est assez rigolo. Souvent, il faut des situations un peu spéciales pour rencontrer des gens qui sont tout près. En fait, moi, je ne cherche pas, mais ça vient un peu comme ça. C'est assez intéressant. Et là, j'ai commencé à bosser pour l'association, et je trouvais que c'est justement une édition un peu comme celle à Zurich. C'est surtout des copains, c'est surtout des dessinateurs. Quand j'ai eu des discussions avec Delcourt, j'ai même fait un recueil en fait de best-of chez Delcourt. Mais j'ai senti que lui, il m'a toujours dit « Ouais, mais il faut absolument bosser avec les scénaristes, j'ai des super scénaristes, il m'a envoyé des scénarios et tout ça. » Et là, je peux pas, quoi. Moi, je fais ce que je fais, et puis si c'est pas possible, je le fais pas, quoi. En fait, surtout, je le fais pour moi, quand même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire à ma façon. J'ai pas trop envie de vraiment faire un truc, une demande. Ce que j'ai fait avec Louis Vuitton, ce qui vient après. Mais là aussi, j'ai réussi à faire un truc personnel. Mais au début, ça m'a fait chier, quoi, c'est sûr. Donc en fait, tu parlais de l'objet, l'édition. Tes publications chez Moderne ou chez Lasso, c'est des maquettes assez similaires. Toi, ça t'intéresse vraiment d'avoir un regard là-dessus, parce qu'après, tu as des ouvrages qui ont été traduits aussi. Ouais. Ça te questionne quand même, ça, l'objet vraiment livre. Moi j'avais toujours, pour les livres que je fais, j'avais une espèce de vision. Comment j'aime le format. En fait, c'était mon idée à l'édition Moderne de le faire plus petit, avec une espèce de en tissu. Tissu. Et puis, à l'époque, mon éditeur en Suisse disait « Ouais, mais tu vois, les albums gros, ça marche mieux, et ça, c'est trop cher et tout. » Donc, mais j'ai dit « Ouais, soit ça, soit non. » Et donc, on a réussi de le faire comme ça. Et ce qui m'a fait beaucoup de plaisir, c'est qu'après, il a sorti tous les livres de Marjane Satrapi à la même façon. Mais au début, il a gueulé. Il dit « Ouais, mais c'est trop cher, ça se vend pas, et tout, c'est trop petit, et tout. »
Mais il faut dire que aussi, cet éditeur-là, après 20 ans où j'ai bossé avec lui, j'ai pris le train de Bâle à Zurich, et il me dit, ouais, tu sais, ton travail m'a jamais plu. Mais il se vendait bien. Un vrai copain, ça. Good friendship. Non, mais c'est drôle, c'est des anecdotes de vie. Hein. Et là, sur ces titres-là, je pense à Cinema Panopticum, ou Au nombre, dont j'ai pas le courage de prononcer tous les chiffres. Tu es parti sur des récits plus longs, qui sont construits quand même de micro-récits qui s'enchaînent. Ça a été quoi comme étape, ça, pour toi, d'aborder En fait, c'est après avoir fait mes 3 albums du format un peu Lucky Luke, là, c'est Tales of Error, Greetings from Hellville et Dead End, c'est le dernier. C'était c'était 95. J'étais à Paris, j'ai beaucoup travaillé, je faisais la BD tout le temps, un atelier avec des gens qui faisaient le dessin animé. C'est super endroit, avec Serge Elissalde, des mecs vraiment bien. Et je commençais à m'ennuyer. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir vieux, toujours faire la carte à gratter, des histoires courtes comme ça. À 60 ans, je m'achète une horloge, comment on dit, une montre en or. Une Rolex. Voilà, une montre en or, et je me fais pension, comment on dit, pensionner, là, comment on dit, à la retraite, voilà. Je me paye une montre d'or pour la retraite. Donc, d'abord, je voulais faire des enfants. Et ma copine à l'époque, elle disait, ouais, c'est une bonne idée, mais moi, je viens de m'installer à Paris, et je commence à faire mes trucs, je ne veux pas tomber enceinte, ça me bloque tout mon travail. Je faisais la soudure en métal, pas mal. Et puis, donc, j'étais assez frustré, un peu, évidemment, le macho qui disait, ouais, je ne veux pas. Mais elle avait une super idée, elle me disait, si tu as un vacuum dans la vie, essaie de faire quelque chose au niveau du travail. Si tu n'aimes pas de faire la BD, il y a d'autres choses dans la vie. Fais une école. Donc c'était vraiment le spark qu'il me fallait. Puis je fais une école de cinéma à Zurich. J'ai cherché un peu à Paris, mais j'aime pas trop le film français, excusez-moi, parce qu'il y a toujours des vieux mecs avec des jeunes filles, ou un truc comme ça. Bon. Ben, ils jouent au piano et tout ça. Mais ils habitent tous dans des lofts. Même à Belleville, ils ont tous des lofts. Cherchez mon chat, je trouvais incroyable ce film. Ça passe à Belleville, ils sont tous très sympas, ils sont tous rigolos. Et la fille qui n'a pas d'argent, ils habitent dans un loft. Putain, c'est pas vrai, quoi. De toute façon, bon. Et puis, il y avait juste à l'école de cinéma en Suisse, il y avait une place libre de quelqu'un qui est parti. Et puis la première année, de toute façon, c'était de l'animation. Alors, je pouvais reprendre cette place. Et comme c'était juste 3 ans, je me suis dit 3 ans à Zurich et je repars sur Paris. Donc j'ai fait cette école de cinéma. Et là, ça m'a poussé justement, tout ce que j'ai appris là, c'est de donner plus d'importance au caractère. C'est pas que des marionnettes, il faut avoir une vie, même si c'est pas raconté dans l'histoire, il faut savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, réaction et tout. Donc j'ai appris plein de choses. Et j'avais plein d'idées de courts-métrages que je me suis dit, quand j'ai terminé cette école, je vais présenter au producteur une petite série de courts-métrages noir et blanc avec des acteurs et tout ça. Ce qui me faisait... En fait, j'avais envie de raconter des histoires sans devoir dessiner, mais en noir et blanc, muet, comme ça. Évidemment, les producteurs disaient, c'est un truc qui ne marche pas du tout. Parce que qui veut voir des films noirs et blancs muets? Parce qu'aujourd'hui, on a Technicolor et Explosion et tout ça. Si c'est du dessin animé, on le produit. Et là, je dis non, je ne veux pas dessiner encore plus, je veux dessiner moins. Donc, ça n'a pas marché. J'ai fait un film de finition qu'on peut voir, si on est intéressé, on peut voir à la fin de mon speech. À la fin de l'entretien, oui, on peut passer la petite sélection de courts-métrages. J'ai pris cette histoire-là, Douane, qui était publiée à Association. C'est un truc de douanier, évidemment. Et puis j'essaie de faire ça en court-métrage avec des acteurs. Ça dure 15 minutes. C'est justement un peu... Ça commence plus tôt et ça s'arrête un peu plus loin que la BD.
Peut-être la BD est toujours mieux que le film, mais au moins j'ai essayé. Mais quand je suis sorti de cette école et puis je voulais présenter ça au producteur, ça n'a pas marché. J'ai fait Cinéma Panopticum. Donc toutes les histoires qui sont dans ce livre, c'était en fait des idées de courts-métrages que j'avais en tête. C'est 5 nouvelles dessinées. Ouais. Reliées par une 6e histoire. Voilà. Voilà. On suit Et moi j'avais cette idée que ça pourrait marcher. Et je voyais déjà où et comment je veux tourner. Et je me suis dit, on peut tourner ça sans effets, sans grands effets spéciaux. Il faut pas. Ce que tu as appris du coup dans cette école de cinéma, c'est quoi? C'est la dramaturgie, c'est de l'écriture de scénario? À mon avis, c'est justement de faire. En fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que je faisais des sketchs. C'est-à-dire, un mec, il a peur dans la rue, il voit quelqu'un se faire tabasser, donc il va faire du musculation. Après, il essaie de sauver quelqu'un, il se fait tuer. Donc c'est comme ça. Ça se raconte comme ça. Et puis, avec l'école de cinéma, j'ai commencé à avoir un peu comment on dit, le courage de raconter des choses plus compliquées et d'aller un peu plus dans un truc moins évident. En fait, avant, j'étais assez inspiré par EC Comics, qui est très, très plat, très placatif. C'est plutôt d'humour noir. Et avec Panopticum, j'ai commencé à aller un peu plus dans un truc plus personnel, plus travaillé au niveau de l'histoire. C'est vrai qu'à relire en fait tous tes livres là, j'ai senti vraiment comment dirais-je, une évolution très nette en fait avec Cinéma Panopticum. Ouais, heureusement aussi, j'ai appris quelque chose un peu pendant vieillir, quoi. Je suis pas resté débile comme j'étais à 20 ans. Sur ce livre, moi je me suis demandé si moi ça m'a tout de suite fait penser à ce programme que je regardais quand j'étais gamin qui s'appelait The Twilight Zone. Oui, évidemment. Alors oui, c'est une influence. Oui, bien sûr. Bon, il y a vraiment de ça dans ces récits. Alors c'est aussi dans la liste. Ah, je me souvenais plus de ça. Rod Sterling. Ah bah oui, voilà, l'auteur. Ouais. Mais et après, en fait, pour ta question, The Number, c'est justement, là, je dirais que de faire une histoire de 100, je sais pas combien, 180 pages, c'est quand même, là, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce qui m'intéresse, je peux me lancer à faire un truc plus gros comme ça. Je trouve pas que ça fonctionne. En fait, j'aime bien, mais je trouve, moi, j'ai plutôt envie de revenir sur les histoires courtes. Parce que c'est beaucoup plus léger aussi pour le travailler. En fait, on peut rentrer dans un univers, dès qu'on a terminé, on met à côté, on peut faire autre chose. Mais là, de faire un autre livre de longue histoire comme ça, je ne me vois pas. En fait, j'ai pas le souffle pour ça. Je suis trop vieux. Je peux plus. Est-ce que La Forêt, qui, si je ne me trompe pas, est ta dernière publication, La Forêt, est-ce que ça synthétise pas un peu tout ça? On revient sur un récit plus court, puisque c'est une collection qui est en une vingtaine d'images, 25 images. Par contre, on est sur quelque chose de beaucoup moins cynique, qui joue moins sur l'humour noir que tes premiers récits. On a l'impression du coup que ça englobe un peu tout ce que tu viens de nous raconter, quoi. On revient sur une forme courte, mais avec des personnages plus fouillés. C'est une histoire de famille. On parle de forêt aussi, dont tu nous as parlé tout à l'heure sur ton enfance. Je ne sais pas s'il y a un lien sans aborder de la... Ça, c'est en fait depuis 2008. J'ai un scénario, un gros scénario d'une histoire de 200 pages, je ne sais pas quoi. Que j'ai toujours présenté à plusieurs comment on dit, éditeurs et tout ça. Mais c'est un projet qui avance pas. Donc comme il est déjà très vieux, je commence à le changer à chaque fois. Le scénario est fini, est écrit avec tout le plot et tout machin, mais ça m'intéresse plus. Parce que ça date de 10 ans, donc c'est comme si tu veux faire un film et tu attends de l'argent et tout. À un moment donné, c'est plus... et de le faire après tout ce temps, sans avoir beaucoup envie, je me sens pas avoir de l'énergie. Donc, mais j'ai présenté ce projet à Martin de Halleux, qui est un éditeur à Paris, une petite édition.
Et lui, il m'a aidé à trouver de l'argent pour ce projet de UCNL. Et il m'a dit, écoute, avant que tu te lances dans ce grand truc, moi j'ai une petite idée là sur Mazrel qui a fait Passion d'un homme en 25 images. Est-ce que ça t'intéresse pas de faire des dessins page par page, pas de la BD comme storyboard, comme je faisais avant. Et tu fais juste 25 pages, c'est un petit projet, ça te remet un peu dans le truc de travail. Et puis après, tu te lances à ce grand projet qu'il était intéressé à éditer. Donc, je trouvais ça super et j'ai fait ça sur les 25 pages, qui m'a pris aussi beaucoup plus de temps de ce qu'on avait prévu. Je pense que j'ai bossé presque un an là-dessus, avec des arrêts. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un livre de toi, ça faisait presque 12 Oui, ans. parce que justement, j'étais bloqué un peu par ce grand projet et en même temps... qu'est-ce que tu veux, hein, y a d'autres choses dans la vie. Il y a la relation, l'amour, je sais pas quoi, et la musique, il y a je sais pas quoi. Et puis le travail aussi, en fait. J'ai fait plein de trucs. J'ai aussi, entre-temps, je faisais le livre pour Louis Vuitton, ce qui pour moi est pas forcément un projet personnel, que j'ai réussi à faire quelque chose de personnel, mais qui est quand même une commande. Ou une commande, ou aussi j'ai appris plein de choses, mais je compte ça pas comme un livre personnel, quoi. Et donc cette histoire en fait ça s'appelle La Muse, un grand projet, je porte ça sur mes épaules depuis 10 ans, ça me fait chier. Et puis La Forêt, c'était justement finalement faire un petit truc. Donc je l'ai fait, et puis là je me suis rendu compte que voilà, finalement, peut-être je veux raconter totalement autre chose. Et La Muse aussi, c'est resté presque un peu comme le numéro, c'est toujours la même chose, un truc qui tourne en mauvais, machin et tout. Donc, je suis un peu paumé là, je sais pas. Ce qui est frappant avec La Forêt, enfin moi, on en a parlé un petit peu avec Thomas, c'est que pour la première fois dans tes récits, la nature est très présente. Il y a la forêt, alors on y pense évidemment parce que tu as vécu ton enfance au bord d'une forêt. Il y a des formes qui sont beaucoup plus organiques. On n'est plus dans une Amérique un peu des années 60. Il est très différent. Et puis, il n'a pas la noirceur, le cynisme qu'il y a dans tes livres précédents. Ouais, je dis toujours, c'est mon livre le plus positif que j'ai jamais fait. Hein. Même s'il y a des morts, quoi. Mais... Oui, mais c'est quand même il y a tout un cheminement. Écoute, bon, hein, moi j'ai l'impression que c'est un livre très personnel parce que pour moi, moi je suis le gamin, je suis le vieux. En fait, pour moi, cette histoire, c'est que j'ai fait paix avec moi-même. C'est que je sais que je suis toujours un con, un petit gamin qui va dans la forêt, qui fait des conneries, qui veut aller plus loin, qui essaie de dépasser les borders, comme on dit. Les frontières. Les frontières. Et puis je perds du temps, je sais pas quoi, je suis pas avec la société, je fais pas ce qu'il faut faire, j'essaie de faire autrement. Et en même temps, je pense que je vieillis et peut-être je vais mourir plus tôt que je pense et tout ça. Donc il y a toujours cette histoire-là. Et là, j'ai l'impression de me rendre compte que de vieillir et toujours être un gamin, finalement, c'est pas si grave que ça. En fait, pour moi, c'est un peu En même temps, ça parle aussi de mon père que j'ai perdu en 2014 et que j'ai une autre façon de voir la mort et aussi de perdre quelqu'un important dans la vie et toujours de l'avoir en soi. En fait, ce que je veux aussi montrer, c'est que la mort, c'est pas si grave que ça. En fait, de perdre quelqu'un, parce qu'il est toujours là. Mais en parlant sans en rigoler, comme tu pouvais faire un peu sur tes précédents récits, quoi. Oui. En fait, je pense que je vois ça dans mon travail. Je pense que le Tales of Error, c'était vraiment, vraiment un truc juste pour rigoler, quoi. C'est, voilà, la mort, c'est une connerie. Il y a des frères et sœurs siamois. C'est vraiment dans les cynismes de EC Comics. Et le plus ça évolue, je pense aussi, déjà Cinéma Panopticon, The Number, ça va un peu plus
profond. La forêt, c'est une nouvelle étape, un peu comme le cinéma, justement. Ouais, en même temps, des fois, je me dis, c'est dommage, parce que c'est bien d'être rigolo, c'est bien d'être léger. Et je pense aussi qu'il faut faire attention aussi, de ne pas devenir de plus en plus moraliste et lourd et tout ça. Donc, ça va, quoi, là, c'est bon, hein. Faut pas trop se lancer dedans, là. Je veux pas devenir gourou, je suis pas un gourou, je sais pas. Mais c'est, en fait, pour moi, c'est toujours bien aussi en fait, je fais ce que j'ai envie de faire, et pendant que je le fais, évidemment, je me pose des questions, ça peut encore changer. En fait, le résultat est souvent différent de ce que je pensais au début. Mais en même temps, c'est toujours bien aussi de reculer, de dire, mais qu'est-ce que je fais avant? Est-ce que c'était pas plus fraîche, c'était pas mieux. Donc là, pour l'instant, j'ai beaucoup plus envie de faire des histoires courtes, simples, comme ça. Mais justement, quand tu regardes tes premiers ouvrages, quel regard tu as dessus? Est-ce que c'est passé, c'est normal, c'est comme ça? Est-ce que tu es tendre? Est-ce que tu es un peu dur avec ce que tu as produit? Non, je trouve souvent c'est mieux que maintenant. Parce qu'il y a beaucoup plus de noir, je travaillais moins, mais j'étais beaucoup plus... c'était plus expressif, et je pense que la virtuosité, c'est aussi quelque chose de très, très dérangeant. En fait, le plus on sait faire des choses, le plus on commence à faire des solos à la con. Donc il faut plutôt revenir un peu au début et de dire, comme Félix Vallotton, quoi. Qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, et ne pas dire je sais ce que je pourrais faire dans le noir, plein de détails. On voit encore dans une petite fenêtre, on voit ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais j'ai toujours ces deux côtés. Si je parle de Gregory Crewdson, là c'est l'autre chose, quoi. Aussi, ça m'intéresse d'avoir la profondeur dans un dessin. Donc je suis, encore une fois de plus, je suis un peu entre noir et blanc, quoi. Mais finalement, je fais toujours ce que je fais. Déjà, ce qui est pas mal, c'est quand je fais quelque chose. C'est déjà pas mal. Là, je ne me fais que des soucis, je pense beaucoup et je bois des bières et je fais rien, quoi. J'ai dépensé tout l'argent que j'ai reçu pour le livre que je devais faire il y a 2 ans. Donc, en plus, j'ai des problèmes de finances. Et ça fait rire tout le monde en plus. Et en plus, tu viens dans des festivals de Zazou ici, quoi. Voilà. C'est perte de temps. Non. On a déjà un peu débordé, alors je crois qu'on va passer rapidement. Tu nous avais envoyé tout ton... On parle beaucoup. Alors, moi, j'avais quand même une question là-dessus. En fait, tu disais que c'était pas très personnel, que c'était un travail de commande, ce livre pour Louis Vuitton, qui s'inscrit dans une série de livres où il va chercher en fait des auteurs qui ont un style très marqué, une écriture. Il y a Isinori qui en a fait un, il y a Brecht Evans, il y en a plein d'autres. Évidemment, on était curieux de voir ce que tu pouvais faire toi avec la contrainte. Ça reste quand même des choses qu'on a l'impression de voir dans tes ouvrages. C'est une certaine idée de l'Amérique. Non, en fait, ça a commencé par en fait, moi j'ai vu, j'étais chez Rina, la femme de Lorenzo Mattotti, dans leur appart, et puis comme c'est ma galeriste. Et puis j'ai vu le livre de Lorenzo, Vietnam, et je dis, c'est super, hein, c'est le boulot de rêve pour un illustrateur, d'aller faire des voyages et puis revenir et faire des dessins. Il dit, je pourrais te faire ça, il n'y a pas de problème, je te mets en contact avec Louis Vuitton. Et puis alors, elle l'a fait. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, parce que j'ai rien à foutre avec Louis Vuitton, mes dessins, ça marche pas et tout. Mais elle a réussi à les faire intéresser. Donc, on s'est réunis, et c'était des gens très, très sympas. Julien Garrier et son graphiste, Frédéric Borlotti, je crois, il s'appelle. De toute façon, on s'est rencontrés et puis ils ont dit, nous, de Louis Vuitton, on aimerait bien que tu fasses un voyage à Pékin ou Shanghai. Et après, j'ai regardé un peu sur Google, j'ai vu des trucs, en fait, des grandes villes avec, architecture à la con et tout. Et je leur ai dit que c'est pas du tout... en fait, déjà, si je fais quelque chose qui ne me va pas simplement, en fait, c'est pas... Moi, je préfère le faire dans une atmosphère qui m'est très proche.
Donc moi, j'aimerais bien faire la route 66. Alors eux, ils ont dit, ouais, c'est pas vraiment une destination pour nos lecteurs de Louis Vuitton. J'ai dit, ouais, bon, ben, alors on ne fait pas. Puis après, ils ont dit, ouais, ben, on le fait quand même. Donc j'ai fait la route 66, heureusement, parce que ces gens-là, ils étaient ouverts, ils avaient de l'humour, ils étaient prêts à faire un livre noir et blanc sur un endroit de voyage qui intéresse personne. Donc ça marchait bien ensemble. Là, tu as gratté vraiment là-bas, sur place? Non. Donc tu es parti là-bas, tu as fait des photos, beaucoup? Ouais, en fait, on avait 3 semaines. Comme je ne conduis pas, j'avais un copain on a loué une voiture, on a fait Chicago jusqu'à Los Angeles en 3 semaines, ce qui est OK, mais ça sera bien d'avoir plus de temps. Mais j'ai même amené une petite chaise de camping avec plein de papiers et tout ça. Mais j'étais tellement stressé parce que quand tu es sur une route, tu te dis, voilà, c'est intéressant, mais là, peut-être c'est encore plus intéressant. Donc tu avances, tu t'arrêtes presque jamais. Et en plus, à un moment donné, quand tu t'arrêtes souvent, tu te dis, ah putain, il faut déjà être là, dans le planning. Alors, donc, tu as toujours l'impression, tu perds du temps quelque part. Donc, j'ai pris des photos partout. J'ai jamais fait un seul dessin. Mon copain a toujours rigolé parce que j'ai même sorti le truc que je voulais m'asseoir. Et puis, non, on se casse, je prends une photo. Et puis... donc finalement, je suis revenu avec 4000 photos de la route 66. Et là, j'ai commencé à voir, et je ne me rappelle plus où j'ai pris les photos. Il fallait retrouver des endroits et tout ça, c'est compliqué. Mais aussi là, en fait, j'ai commencé à faire des dessins. J'ai commencé par ceux qui m'intéressaient le plus. Au milieu du travail, je me suis rendu compte que je fais une espèce d'image comme voilà, un retraité, il vous montre des diapos de Ibiza, c'est nul, quoi. Ça raconte pas une histoire. Alors, je me suis dit, c'est quand même un chemin qu'on fait, donc peut-être je fais un personnage qui fait ce chemin, qui est d'ailleurs vraiment un personnage entre moi et mon copain. Un peu, voilà, un mec solitaire, évidemment, qui fait ce voyage. Et j'avais plein de scénarios en plus, qu'il a un aspirateur où il doit aspirer Elvis et tous ces gens qui landent encore dans la rue 66. Mais finalement, j'ai tout laissé ça à côté. Donc c'est assez autobiographique, si tu veux. C'est faire ce voyage, d'aller dans tous ces endroits et qu'à la fin, quand tu arrives à Los Angeles, au bord de la mer, tu es totalement paumé. Tu sais pas, tu as envie de juste continuer, tu peux pas parce qu'il y a de la mer et tout ce qui te reste, c'est d'être vide. Et après avoir tout ça, donc pour moi, je trouve ça fonctionne bien. Et aussi qu'on voit qu'on commence le voyage dans un monde encore un peu, disons, c'est plus vert, c'est moins glauque et tout ça. Quand on arrive vers Arizona, Nevada, Texas, je sais pas quoi, ça commence à bien sûr avoir des images beaucoup plus connues du désert et tout ça, mais en même temps c'est de plus en plus dépressif, quoi. En plus tu vois des gens qui disent ouais, it's not the guns, it's the idiots, they handle guns, stuff like this. Donc on se sent de moins en moins ouais, en fait, c'est vraiment de passer des États-Unis, je n'ai jamais fait avant, mais de passer ce grand pays d'un endroit à l'autre, ça raconte des choses aussi. Ouais, ça te met en question, en fait. Ça a cassé un peu un rêve américain que tu avais avant Ouais, non, j'ai toujours. Comme je suis assez négatif au niveau des êtres humains. Ça va, quoi. Ça m'a juste renforcé un peu dans mes pensées. On note quand même dans ce livre ton goût, encore une fois, pour le lettrage, la composition des panneaux là-bas. Il y a beaucoup ça. Oui, en fait, c'était un peu la demande, c'est de vraiment faire des endroits qu'on peut retrouver. Il ne fallait pas inventer des choses. Donc, c'est un carnet de voyage, quoi, vraiment. Voilà, un carnet de voyage. Donc c'est aussi en fait c'est aussi une expérience que j'ai jamais fait, c'est vraiment de travailler d'après des photos, ce que je faisais jamais avant. J'ai bien eu en fait je fais des recherches sur des objets qui sont jamais la perspective, la lumière, mais si j'ai besoin
dessiner un téléphone des années 40, je fais Google, je trouve, et après je fais ma version. Mais là, j'ai vraiment eu des photos, je l'ai découpée, parce que souvent la perspective, quand tu fais une photo, elle est tirée et tout ça. Donc, en fait, je voulais toujours que ça les lignes soient parallèles au bord de l'image. Voilà, que ça soit un peu comme je fais en dessin. Et après, je fais des collages, j'ai rajouté des trucs qui ne sont pas au endroit même, mais qui font un peu allusion. Mais donc c'était assez intéressant. C'est comme toutes les choses qu'on fait, si on rentre dedans, d'un part, ça fait chier, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais fait, qu'on a peur, et en même temps, on apprend. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à faire des ciels, ça c'est sûr. Depuis, j'adore faire des nuages et tout ça. Avant, ça ne m'intéressait pas. Alors, Et donc, il y a du bon et du moins bon. Tu referais des commandes? Est-ce que ça t'intéresserait à nouveau hein. Ouais. Oui, ça reste... Tu as une idée de quelle commande? Pas tout de suite, il faut que j'improvise, c'est pas facile. Non, c'est... Ouais. Non, aucune idée. Il n'y a pas le futur, il n'y a que maintenant. Non, on a vu la partie future, c'est la plus courte de cette rencontre. No future. On est préparé rapidement des milliardises. On va pas pouvoir, je pense non plus, s'attarder sur toutes. Surtout que si vous avez un peu de temps après, on va regarder tranquillement les courts métrages. Mais je trouve ça intéressant quand même de repasser un petit peu sur tout ce que tu nous avais envoyé là aussi. Donc on va revenir donc rapidement sur tes expériences d'animation ou de cinéma. Là, je leur dis, on a mis juste quelques captures. Si vous avez un peu le temps après, c'est des cours qui font 7 et 15 minutes, je crois, donc on peut projeter ça intégralement voilà, ça, après. Par exemple, ça c'est Lucky Man, c'est un projet d'un ami à Genève qui fait de l'animation, qui m'a demandé pour, on dirait, son dernier film, il a 75 ans, qui voulait faire un film avec moi, parce qu'on a déjà fait des projets ensemble, où on fait l'histoire ensemble. Moi, j'ai fait les storyboards, je fais les personnages, et puis d'après les storyboards, en fait, il a pris ça comme des dessins de la Youth. Il les a agrandis et il a commencé à faire de l'animation d'après mes dessins. Il a retravaillé un peu le dessin, mais à mon avis, il y a toujours cette ambiance qui est assez proche de ce qui m'intéresse aussi. Et puis c'est un très bon copain, donc j'ai même pu faire la musique. En fait, j'étais directeur du son, de la musique, en fait, ce qui est pas mal. Donc c'est un film qui me tient à cœur, mais le réalisateur, c'est Claude Luyet. En fait, c'est pas mon film. Et ça, c'est justement le court-métrage que je faisais d'après la petite BD que j'ai fait pour Association, que je suis toujours assez content. C'était vraiment... en fait, je savais quand je commençais à faire cette école de cinéma que ça va être mon film de finition. Donc tout ce que je faisais à l'école, c'était pouvoir préparer ce moment-là. Et puis, je trouve que c'est assez réussi, même s'il y a encore des petits trucs à gauche, à droite qui ne fonctionnent pas. Mais... Ça, c'est quoi ton expérience du cinéma? Ça donne envie d'approfondir ça un peu, ou tu l'as laissé derrière et ça t'a apporté... Non, en fait, en fait, le problème, c'est que quand on fait du cinéma, on a tellement besoin de l'argent, parce qu'on veut on ne veut pas toujours travailler avec des copains qui ne gagnent rien. Mais en même temps, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est faire des films de copains, mais pas de grandes productions, parce que c'est tellement compliqué déjà un scénario, après tu as de l'argent pour écrire dans ton scénario, après de l'argent pour faire un teaser, après de l'argent pour faire ça. Je n'ai pas commencé en France, mais en Suisse c'est hyper chiant parce qu'il n'y a pas des producteurs, il y a juste l'État qui finance... non, bien sûr, c'est un peu l'opposé de l'autonomie du dessinateur de bande dessinée, voilà. Qui a une grande liberté. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéresse toujours, faire des travaux fusionnaires, en fait, que c'est pour ça aussi que je fais de la musique, parce que on n'est pas capable si je chante sans musicien, ça ne sert à rien. Je fais des textes, je ne suis pas poète, donc ça ne sert à rien. Donc pouvoir les chanter avec un groupe qui fait de la musique qui m'inspire, donc chacun de ces musiciens, il apporte quelque chose. Donc on est 5 personnes et chacun apporte quelque chose pour que ça devienne la musique comme elle est. Donc dans les cinémas, c'est pareil, on a besoin des décorateurs, on a besoin des caméramans et tout ça. Mais finalement, de vraiment passer ma vision
comme en étant directeur, j'avais un peu du mal parce que finalement, je dis ouais, j'aime bien ce que tu fais, fais ce que tu veux, quoi. Mais après, je suis pas content non plus, donc ça, je sens moins. Mais là, j'ai fait justement pour le groupe, j'ai fait 2 clips vidéo, musique, et là, je suis re-rentré un peu dans le cinéma, ce qui me fait hyper plaisir, parce que je sais de quoi ça parle, c'est mon truc, et il faut juste rassembler des images, quoi. Donc c'est moins compliqué que de faire un court-métrage. Des images d'installation aussi. C'est intéressant aussi parce que ici, nous aussi, à Fumetti, on t'avait fait venir notamment pour une performance dessinée hier soir sur un grand format. Là, c'est une installation complètement différente, qui est quelque chose qui est assez étonnant, qui mélange des scènes, on dirait qu'on est entre la morgue et l'atelier d'artistes. Ça, c'était à quelle occasion que tu avais produit ces gros formats et cette installation? Moi, c'était à Lucerne pour un festival où on m'a demandé de faire une installation. C'était pour le Fumetto, peut-être? Hein? Le Fumetto, Fumetto, ouais. pas Fumetti, Fumetto. Et puis, c'est un festival assez sympa. Et puis, j'ai eu une grande salle où j'ai vraiment, en fait, la salle était vide et j'ai amené plein de trucs. En fait, l'idée, c'était que je fasse ces corps-là. C'est des corps dessinés à la taille naturelle. Et c'est des pseudo-scientifiques, si on veut, quoi. En fait, c'est des corps ouverts. Des planches anatomiques, voilà. Des écorchés. Voilà. Mais pour moi, l'idée, là, c'est pareil. En fait, j'essaie toujours d'aller dans un truc un peu rêve, quoi. Pour moi, ces gens, ils dorment. Ils sont là, ils ont une espèce de... C'est comme si on voit à l'intérieur ce qu'ils ressentent ou leur envie. Donc c'est assez abstrait, quoi. Pour moi, c'est pas un truc horreur ou un truc comme ça, quoi. Donc, là, ce ne sont pas des cartes à gratter qu'on voit. C'est du carte à gratter. C'est des cartes à gratter. Mais en fait, ils sont collés ensemble parce qu'un carton, oui, c'est 50-60. Donc j'ai collé 3, 4, un au-dessus de l'autre pour faire ces grands corps. Donc je les ai faits beaucoup avant. Et puis après, j'ai commencé à rassembler tous les matériels dans un hôpital à Lucerne. On a fait des brocantes et tout ça pendant 3 mois. On a rassemblé du matériel et pendant une semaine, on a installé ce décor, qui est un peu comme un décor de cinéma, où on a peint les murs, on a mis justement de détaches et tout ça. Et on a essayé de faire une ambiance comme si tu rentres dans un laboratoire d'un docteur qui fait des expériments, c'est pas trop, est-ce que c'est légal, c'est pas légal, qu'est-ce qu'il recherche. En fait, il y a toute une histoire pour moi derrière où j'ai noté pourquoi il fait des recherches, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais pourquoi il est devenu fou et tout ça. C'est un peu entre Frankenstein et, je sais pas, il y a d'autres histoires comme ça, mais en fait, c'est toujours un peu le médecin fou qui essaie de faire quelque chose de nouveau pour du bien, mais qui tourne en mal, quoi. J'ai juste une question, moi, sur le rapport que tu as à la taille du travail. Parce que, évidemment, de dessiner des corps à l'échelle 1, c'est pas tout à fait la même chose que de faire les choses dans des timbres-postes qui seront agrandis ensuite dans tes bandes dessinées. Quel rapport tu as à ça C'est quand même très différent. Là, en fait, non, ouais. Allez, on passe à la prochaine question. Ouais. Non, moi je trouve quand je travaille petit, je travaille petit. Quand je travaille grand, je travaille grand. Excuse-moi. Hein. Non, et c'était pour les besoins là d'une exposition, donc. Oui. En fait, ce qui est chiant quand tu travailles grand, c'est qu'après tu as des grands dessins qui traînent. Il faut les mettre dans un truc. Quand tu travailles petit, tu les mets dans un tiroir et c'est bon. Et quand tu veux les vendre, tu mets dans une enveloppe et tu les envoies. Et puis là, c'est toujours une espèce de transport à la con. Mais ça prend plus de temps quand tu travailles grand. On va complètement changer de sujet alors. Alors là, on a quelques planches. J'avoue qu'on aimerait bien savoir ce que tu as à nous en dire en 2 minutes. Ouais, excusez-moi. Hein. J'avais besoin de l'argent. C'était en... Ouais, je pense que c'était en 1985. Non, 1995. J'ai eu un contact. En fait, on m'a donné un contact d'un mec qui faisait une magazine contact sexe à la con.
vraiment des gens qui mettent une annonce, moi, en fait, fille nue qui veut de toi, un truc comme ça. Tous des mensonges, évidemment. Mais il trouvait que s'il a un dessinateur qui fait chaque mois un dessin exclusif pour son magazine, il va vendre plus. En fait, c'est aussi sa part culturelle dans un monde de culture. Et puis, donc, j'ai pris ce boulot et j'ai exprès fait un style totalement différent. Je l'ai fait en couleur et je l'ai signé pendant longtemps. J'ai signé, au lieu de Thomas Hodge, j'ai signé Tommy Kondomi. C'était mon pseudonyme. Mais là, après 2 ans, il a dit, ouais, il faut mieux que tu mettes Thomas Hodge, enfin TOTT, parce qu'il pensait aussi que ça fait une différence pour sa vente. Mais je fais ça pendant 10 ans. Donc c'était un super boulot. À raison d'une fois par mois, du coup? Ouais. Ah oui. Mais il faut dire que j'habitais à Paris et il fallait toujours envoyer les originaux par poste. Des fois, ils ne sont pas arrivés. Des fois, je l'ai envoyé trop tard. Donc, à chaque fois, quand c'est arrivé trop tard, il a juste imprimé un ancien parce qu'il s'en foutait. Mais donc, j'ai pas gagné ce mois-là. Donc, c'est assez dur. C'est 2000 balles par mois. Donc, ça va, quoi. C'était bien payé. À l'époque, c'était même, j'habitais avec ma copine à Paris, donc elle faisait les couleurs et moi je faisais le dessin, donc on s'est partagé la paye. Donc tous les deux, on a bien vécu ce moment-là. Mais je veux juste montrer, parce que vous avez dans votre truc, c'était voilà, des travails un peu à part. Et je pense que c'est intéressant on a besoin de vivre. Et en même temps, d'avoir un travail comme ça, moi j'avais toujours honte de montrer ça à des gens, mais là, comme il y a beaucoup de temps qui est passé, je me suis rendu compte que finalement, voilà, on a besoin de vivre, on fait un truc comme ça, donc on le fait bien, donc on essaie de justement garder un peu sa position. Il m'a toujours dit que c'est pas assez érotique, que ça parle trop des problèmes de Suisse dans leur salle à coucher. Et puis moi je trouvais ça assez drôle en fait, je l'ai provoqué aussi un peu avec ça. Mais là, avec un peu du recul, je trouve que ouais, il y a des BD qui sont assez drôles. Et puis voilà, en fait avec cet argent-là, je pouvais financer mes livres, mon travail que je fais normalement, quoi. Faut pas avoir la honte. Là, on a des images de tes groupes de musique. Peut-être que tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, qu'on bidouillait avec la vidéo, le son marchait mieux. C'était ton groupe actuel, Tarpond, qui est un groupe de doom rock. Ça a quelle importance pour toi? C'est récréatif, c'est très important au même niveau que le dessin. La musique, ça faisait toujours partie de mes intérêts. En fait, j'écoute beaucoup de la musique, j'aime bien, je pense comme tout le monde. J'ai un peu mes groupes préférés, tout ça, à certains moments. Et puis c'est d'envie de faire aussi de la musique, de aussi être à un moment donné sur la scène et de crier, de hurler, de faire du bruit. Ça m'a très vite donné envie. Donc quand j'avais aussi un peu 18-19 ans, j'ai fondé le groupe Playboys. C'est vraiment un nom à la con. Et puis on n'était que deux. Je jouais la batterie, je hurlais, et lui il jouait la guitare, hurlait aussi un peu. Donc c'était un duo assez drôle, très punk. Et puis en fait, la musique, j'ai jamais pris au sérieux. J'ai toujours dit, il y a plein de gens qui font ça mieux. C'est des musiciens. Et moi, je suis totalement amateur, mais j'ai envie de le faire. Donc, c'est vraiment sur la base un peu punk. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et puis, c'était drôle aussi de produire des petits disques et tout ça, en fait. Donc, à Zurich, un peu entourage, on avait un peu d'être côté un peu groupe de culte. On jouait dans des petits trucs et ça a toujours débordé chaque concert. Donc ça a été assez drôle. Mais quand je suis allé à Paris, moi j'ai arrêté ce groupe parce que je me suis dit il faut mieux me concentrer sur le dessin. Parce que là je me sens sûr, je sais ce que ça a de la valeur. Et puis la musique, c'est juste pour s'amuser. Donc quand je suis revenu, j'ai fait un groupe de rockabilly, c'est Belzebub. Là c'était plutôt un groupe de... Söldner, comme on dit, la Légion française, légionnaire. Ouais, c'est-à-dire que tu es payé pour faire un truc et c'est pas vraiment avec ton cœur que tu le fais. C'est juste, tu vois, il y avait le guitariste qui a dit je veux toi et toi pour faire du rockabilly. Donc on a fait aussi pendant un moment,
Mais c'était plutôt pour les gens qui dansent, voilà, c'est un peu la musette, quoi. Donc, mais là, maintenant, Tarpande, c'est de nouveau un groupe, un peu comme au début, mais plus sérieux, où j'écris les textes, je chante, et puis j'ai l'impression que le temps de la musique, en fait, l'atmosphère et tout ça, ça me va très très bien, quoi. C'est la musique des vieils hommes tristes. J'ai rien à commenter là-dessus. Et après, on a mis quelques planches rapidement de tatouage. Quelque chose qui... Il y a des dessins adaptés en tatouage. Toi, tu tatoues aussi? Moi, c'était juste pour montrer que j'ai aussi essayé de faire autre chose que la carte à gratter. Donc, j'avais la possibilité de faire une espèce d'apprentissage chez des tatoueurs à Zurich qui m'ont montré un peu comment on fait techniquement et tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, voilà, ça pourrait être une nouvelle phase. Je dessine moins, je fais plus de tatouages. Mais finalement, là, c'est pareil. On est tellement dans un truc qui marche. C'est que des gens, ils me contactent pour de la carte à gratter. Soit c'est pour une BD, soit c'est pour des festivals, soit pour... et le tatouage... Je suis arrivé nouveau. À Zurich, ça allait encore parce qu'il y avait des gens qui aimaient bien mes dessins dans les livres. Alors, ils voulaient absolument avoir un tatouage original de moi. Mais après quelques semaines, tout le monde est tatoué. Hein, ça va, quoi. Zurich, c'est pas si grand que ça. Et en plus, c'est pas de la carte à gratter. Ils étaient gentils. Ouais, c'est bien. Mais tu vois. Et techniquement, c'est moins bon qu'un professionnel. Donc, j'ai assez vite après 3 ans, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est encore c'est pas un mariage où je vais danser, quoi. C'est pas l'endroit où il faut que j'essaie de faire des trucs, quoi. Et alors maintenant, on en est où? Cette dernière partie qu'on appelle In Vino Veritas, c'est la suite. On a cru comprendre avec tout ce qu'on a dit un peu là depuis le début de la discussion qu'il y a eu plein de décès, des fausses pistes. Il y a ce projet, la Muse dont tu parles, qui est en train de devenir un serpent de mer peut-être. Tu nous as parlé de syndrome de la page blanche un peu. Là, c'est quoi tes envies pour la suite? C'est déjà bien d'être là. Et peut-être ce soir, je vais me coucher, c'est pas mal. Peut-être demain, je vais me réveiller. Pas mal. Donc, c'est ça. Non, c'est... j'ai toujours dans le nuque, j'ai toujours cette histoire de livres où j'ai l'impression que chaque semaine, j'ai une nouvelle idée, je vais faire autrement, je vais comme ça et tout ça. Donc, ce qui me manque, c'est la concentration. Parce que la vie, il y a trop de choses qui se passent en ce moment qui sont bien, qui sont intéressantes. Alors, des fois, je me dis pourquoi se fixer sur quelque chose, pourquoi, d'une manière, on a envie d'être là et assuré. D'une autre part, j'ai envie aussi de vivre et de faire ce qui est important. Et ce qui est important, des fois, c'est dans la vie, c'est un chat qui est malade, c'est ma mère qui devient vieille, c'est ma sœur qui déprime, c'est mes enfants. Il y a de la vie privée, il y a aussi des travaux qu'on peut faire pour quelqu'un. On ne gagne pas grand-chose, mais ça apporte quelque chose. Donc il y a toujours un peu ce sentiment, est-ce que c'est vraiment important que je fasse un nouveau livre ou est-ce que je peux continuer à vivre comme ça et j'ai toujours quelque chose à faire? Là, je ne m'ennuie pas du tout. C'est ça le problème. Et en même temps, en fait, là, j'ai un projet avec Gilles Jobin. C'est un comment on dit, il fait de la danse, comment on dit, chorégraphe. Un chorégraphe, ouais. De Genève. En fait, à Genève, c'est un nom. Il fait des grands spectacles et tout ça. Il m'a demandé qu'il aimerait bien faire un projet de virtual reality. Réalité virtuelle. Ah oui, c'est la même chose, à l'envers. Ouais, chez vous. Donc, ça veut dire on porte des lunettes comme ça, on est dans un monde gratté. C'est-à-dire, là justement, pour vous dire que je fais toujours la même chose,
On arrive dans un hôtel comme route 66, qui est un peu paumé et tout ça, et dans chaque chambre, il y a des gens un peu bizarres. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est l'histoire plus ou moins de moi, le scénario, et puis il y a des personnages qui traînent dans ces chambres. Donc, le décor il est gratté, les personnages sont grattés, et c'est des avatars. Ça veut dire, lui, il a les techniques mock-up, ça veut dire c'est des vestes avec des petits boutons. Quand il bouge, après, il peut transmettre ça sur des personnages que moi, en fait, qu'on a modelés et grattés avec un technicien. Donc, l'idée, c'est que mon univers de bande dessinée, il commence à bouger en temps réel avec des danseurs, des acteurs, je sais pas quoi. Et il y a des petits scénarios dans ces hôtels, avec la musique, sans musique, je sais pas quoi. On est encore loin de. En fait, là, on va présenter un pitch à Annecy, ce qui me fait chier parce que j'aime pas ce truc professionnel. Mais oui, faut faire. Hein. Mais il faut essayer de vendre le projet pour qu'il y ait des producteurs qui trouvent ça génial, quoi. Voilà. Donc c'est un projet, justement, c'est un autre projet que je suis rentré dedans un peu par hasard et qui m'empêche encore de penser à faire un livre. Mais en même temps, dès que j'ai à faire, dès que j'ai gagné un peu d'argent à gauche à droite, je magouille, je fais mes trucs. Voilà, le livre, bon, un jour je vais le faire, si je survis. C'est un C'est joli ça mot le de la fin. futur. Ça vous va comme futur hein? C'est très bien. Ouais, ok. Encore. C'est trop bien. Ok. D'autres questions? Avez-vous des questions avant qu'on passe les courts-métrages, et puis nous qu'on aille boire une bière? Voilà. On va aller boire une bière. Si vous voulez retrouver Thomas après, on est complètement en retard, mais tu avais une petite séance de dédicace aussi prévue sur le salon d'édition. Là, ouais. Et merci d'être venu. Hein, merci d'être resté en plus. Merci beaucoup. Merci à toi, Thomas. Merci tout le monde.